Bonsoir chers auditeurs et bienvenue pour le podcast numéro 42. Jimmy étant séquestré par sa copine, c'est moi Basto qui va tenter de le remplacer en tant que présentateur. Comme consultant ce soir avec nous, Drayas, toujours fidèle au poste. Comment vas-tu ? Ben, ça va très bien et je constate que tu es très jaloux de Jimmy parce que toi t'aurais bien aimé être séquestré par une copine, mais... On peut pas tout avoir. Exactement. Olivier, info, le club Paname, info exclusif, tu viens d'être nommé président du fan club de Tourelle, comment vas-tu ? Je suis très fier de cette nomination. J'ai eu très peur que le fan club porte un autre nom, donc celui-là me va très bien. Très bien. Et Thierry qui connaît sa deuxième titularisation de suite avec nous, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous les gars ? Ça va ? On est tous prêts. Donc au sommaire, aujourd'hui, on reviendra sur les deux matchs de la semaine. La victoire éclatante mercredi 6-1 contre Belgrade. Et le carton hier soir face à Lyon, 5-0, match de tous les records. Mais malgré cela, c'est un score qui est un peu en trompe-l'œil étant donné la première mi-temps où Paris a rencontré de grosses difficultés. C'est justement notre grand plan du soir. Cette première mi-temps est-elle un accident ou révèle-t-elle des problèmes plus profonds ? Avant la trêve internationale, Paris finissait donc par deux matchs d'un niveau un peu plus relevé que Reims ou Nice. C'était l'occasion de confirmer les progrès récents face à des adversaires un peu plus coriaces. On va commencer par analyser le match de Ligue des Champions contre Belgrade, remporté donc 6-1 avec des buts signés Di Maria, Cavani, Mbappé et Neymar à 3 reprises. On va commencer, monsieur, par ce que vous avez aimé dans ce match. Qu'est-ce qui vous a fait trémousser le bas-ventre ? Olivier, tu veux bien commencer, s'il te plaît ? Écoute, je crois que tu as bien présenté les choses parce que Belgrade et puis hier Lyon, ça a finalement été deux matchs très différents et qui ont montré deux visages très différents du PSG selon que l'opposition exerce un gros pressing ou pas. Contre Belgrade avait décidé de jouer très replié et à laisser la possession à Paris. Et dans cette configuration, ça a été beaucoup plus facile. Alors ce que j'ai aimé, bien sûr, c'est la victoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait 15 jours avant de quelque chose de très éprouvant à Anfield, à la fois sur le plan du résultat, mais surtout sur le plan de la manière. Et comme en plus Liverpool a perdu à Naples, cette deuxième journée de poule a relancé totalement la course à la qualification. J'ai aimé aussi la manière et l'ampleur du score, avec une disposition en 4-2-3-1 qui semble maintenant bien en place et bien comprise des joueurs, qui ont appliqué à la lettre les principes de jeu de Tourelle, un bloc compact, un positionnement haut, un pressing tout-terrain à la perte du ballon, une récupération dans le camp adverse, avec des variétés des offensives qui se sont bien réparties entre l'axe et les côtés, et de l'intensité, puisque c'est son mot-clé de ce qu'il aime dans la prestation des joueurs. Tout cela étant magnifié par les qualités individuelles des joueurs de l'effectif. Et puis ce que j'ai aimé également, c'est la parfaite gestion de ce match. On a su être patient au début face au bus serbe qui était particulièrement dense. Puis ensuite, on a monté en rythme et en puissance à partir de l'ouverture du score à la 20e minute. Et on a continué à attaquer en début de deuxième mi-temps pour finir par gérer la fin de rencontre avec un coaching judicieux. Donc c'est vraiment une prestation, il n'y avait pas grand-chose à redire. Merci Olivier. Thierry, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as des choses à rajouter ? Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment ce qui m'a impressionné, ce que j'ai apprécié, ça a été la montée en puissance que l'on voit depuis les 3 derniers matchs. Après après Liverpool, comme l'a répété Olivier. Et voilà, ça a vraiment été l'intensité d'un match de Ligue des Champions. Une mention quand même pour le milieu de terrain qui a vraiment été dans tout ce qui est dans le football moderne, c'est-à-dire de vraiment presser et d'être juste avec le ballon. Rabiot et Verratti ont fait vraiment un match énorme. Puis ils se sont retrouvés avec un Neymar en 10 qui a été vraiment exceptionnel. Une première mi-temps, on va dire de feu, mais c'est vrai que ça a quand même mis un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'avec un petit peu de justesse, on aurait pu marquer longtemps. Et ce que j'avais vraiment adoré, ça a été l'attaque en continuel en fait, sans jamais s'arrêter, de toujours essayer des centres, de toujours essayer de contrarier la défense par plusieurs types, et ce soit centre en retrait, centre en l'air, en jouant sur les côtés, en passant dans l'axe. Vraiment un match complet et vraiment ce qui m'a plu, et je peux vraiment dire que à toutes les personnes qui vont au Parc des Princes que vraiment il y a vraiment du beau spectacle dans notre jardin. Merci Drayas, à ton tour. Je vais rejoindre mes deux compagnons. J'ai aimé, moi j'avais noté un mot, j'avais noté le mot récital.
parce que ça ressemblait vraiment à un récital. Après, il y a ces fameuses 20 minutes qui peuvent amener débat, mais j'ai envie de mettre en avant le paradoxe qui est que face à des blocs bas, on a toujours eu du mal et beaucoup d'équipes ont du mal et mine de rien, on a assez vite trouvé des solutions justement pour contourner cette disposition qui avait été mise en place par l'équipe adverse. Et c'était intéressant. Ensuite, j'ai aimé le fait qu'on joue quasiment tout le match en avançant, même quand on était soi-disant plus faible dans les 20 premières minutes. J'ai aimé les compensations qui étaient faites. Il y avait des zonages de joueurs et c'était compensé systématiquement. Et comme l'a dit Olivier justement, et c'est à noter, pour le coup, on a eu un bloc pendant 90 minutes et c'était très bien. D'accord, merci à vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé maintenant dans ce match? Thierry, tu commences s'il te plaît. Ça restera toujours Vraiment, comme je dis, si on cherche à viser les étoiles, c'est vrai qu'il faut travailler sur ça. Ça reste l'efficacité, mais malgré tout, c'est vrai qu'on va dire 6-1, c'est énorme. Mais moi, je parle surtout au niveau des transmissions offensives. C'est plutôt par rapport à ça, puisque on peut se retrouver rapidement dans des situations qui peuvent nous donner un avantage sérieux. Et souvent, les transmissions sont ratées. Et c'est là que pour moi, vraiment, on doit travailler dans la justesse de la dernière passe. Et surtout devant le but après. Ok, Darius. Ce que j'ai pas aimé, c'est d'abord et avant toute chose la faiblesse de l'adversaire. On va revenir dessus parce que ça peut-être, ça commence à soulever, à poser quelques questions, notamment avec la prestation contre Lyon. Olivier en touchait un mot dans un premier temps. Mais dans l'ensemble, c'est difficile de trouver quelque chose qu'on n'a pas aimé. Quand Titi parle de manque d'efficacité, oui, mais vraiment, on gagne 6-1, quoi. C'est comme, on peut mettre ça en parallèle avec d'autres. C'est difficile de parler de manque d'efficacité. Et j'ai trouvé ça... moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est les dernières passes. On avait un Neymar qui était un Neymar de gala ce soir-là, qui était en train de distribuer à merveille. On a eu un Marco Verratti qui, au moins en deuxième mi-temps, a vraiment distribué très très avantageusement. Et je trouve qu'en fait que c'est une critique qui est un petit peu dure parce que il y a qu'à voir le nombre de buts qu'on marque en Ligue 1, c'est tout simplement affolant en fait. C'est affolant. Et enfin, ce que j'ai pas aimé, l'autre aspect que j'ai pas aimé, c'est les débordements du Cup que je trouve regrettables. Ils avaient parlé de faire encore un peu de grabuge contre Lyon. Heureusement, il n'en a rien été. J'espère qu'on va aller vers un apaisement. Le club, je pense, fait beaucoup d'efforts vers le Cup, ferme beaucoup les yeux sur pas mal de choses. Et il faudrait que le Cup se responsabilise un petit peu, qu'il accepte cette espèce de nouvelle norme. Les fumis, oui, c'est con. Et on aime tous les fumis et ça fait les plus belles tribunes. Mais le monde a changé, on n'est plus dans les années 90, dans les années 2000. Et il est temps d'essayer de mûrir par rapport à ça et de trouver une manière d'encourager son équipe qui est plus en adéquation avec l'époque. Voilà, tout simplement. Une partie du Cup, c'est pas tout. Oui, bien sûr. Olivier, tu as des choses à rajouter? Pas grand-chose, parce que moi, quand j'ai un peu réfléchi à ce que je n'avais pas aimé, ma conclusion, c'est qu'objectivement, il n'y a rien que je n'avais pas aimé. Donc, en première analyse, c'est vrai que le match a été tellement énorme qu'il faut être très exigeant pour trouver quelque chose à redire. Mais finalement, cette exigence, et on l'a entendu hier, quand Mbappé, on en reparlera contre Lyon, a fait ce qu'il a fait et a dit qu'il avait fait un bon match et pas un grand match. Cette exigence, les joueurs l'ont, et je crois que nous, il faut que nous l'ayons aussi. Et il a aussi eu un réel manque d'efficacité qui commençait au niveau du match de Belgrade, alors qu'il a fait un très beau match dans l'ensemble. Il a raté quand même quelques occasions, et je crois que cette efficacité, elle est absolument indispensable, pas tellement contre ces adversaires-là, mais contre les gros à venir, et il faut que ça se prépare dans ces oppositions-là pour être vraiment chirurgical quand il s'agit de tuer le match. Et puis, en étant un peu exigeant aussi, j'ai regretté qu'il n'y ait pas de clean sheet, parce que vraiment Belgrade, comme l'a dit Drayas, je vois pas quel était leur projet de jeu. Si le projet de jeu c'est d'attendre de se faire massacrer, c'est plus du football. Ils avaient un projet de jeu qui n'a pas fonctionné, ils ont été incapables d'en changer alors que leur équipe sombrait.
Mais ils ont quand même été capables de marquer un but dans lequel on peut noter un défaut de concentration générale associé à un placement pas formidable d'Areola. Et là aussi, il faut être exigeant. L'équipe l'aime, elle doit l'être encore plus. Et un match comme ça doit se terminer avec 0 but marqué par l'adversaire. Mais bon, on cherche vraiment la petite bête après une soirée de cette qualité. Je peux rebondir. Déjà, enfin, je dirais pas qu'on a été tellement énorme. Je pense plus qu'on a maîtrisé l'adversaire, parce que justement le côté énorme, on l'attend dans d'autres adversités et voilà. Et sinon vraiment sur l'efficacité, oui, on doit être plus efficace. Mais c'est Vas-y. Non, je voulais justement par rapport à ça. Enfin, c'est pas dans. C'est surtout, j'ai l'impression, le choix des joueurs. Remarquez souvent, moi je pense, hein, j'ai cette impression quand même que souvent Neymar et Mbappé attendent d'abord de mettre leur but avant de se mettre à mettre des passes. J'ai cette constatation qui est depuis un bon moment et ça peut être un problème quand à un moment justement on va arriver qu'il y aura qu'une seule action à se mettre sous la dent et qu'il faudra faire la passe juste et faire le bon choix surtout. Plutôt que de choisir la solution personnelle de la donner. Parce que voilà, Neymar a fait un match de gala, mais dans les 20 premières minutes, il peut décaler, comme Mbappé peut le faire aussi. Et malheureusement, on a un Eddy qui reste souvent en attente. Et c'est vrai que l'action est belle, puisque c'est souvent les gardiens qui font le bon arrêt, le défenseur qui coupe bien. Si Neymar marque, il n'y a aucun problème. Si Mbappé marque, il n'y a aucun problème. Mais c'est justement cette justesse de choix qui fera la différence au plus haut niveau. Après, c'est du chipotage encore une fois. Pour moi, tu débordes un petit peu sur une partie du gros plan. Oui. Mais je trouve, enfin, faut prendre en compte aussi le fait que quand ces joueurs rentrent sur le terrain, que ce soit Neymar ou Mbappé, systématiquement dans les équipes adverses, il y a des plans contre eux. Et c'est tout bête, quand tu vois Neymar, notamment dans les 20 premières minutes, qui a plus de mal, il est systématiquement pris en tenaille. Et c'est à force, justement, de dribble, etc. Alors nous, c'est vrai, et peut-être tu as raison, hein, peut-être que tu as raison dans l'absolu, et tu ouvres un point intéressant. Ce sera peut-être plus intéressant d'en venir dessus après, mais il y a la dimension, si tu veux, où il est vraiment targeté par les adversaires, jusqu'au moment où il prend la mesure de ses adversaires, et à ce moment-là, il arrive à trouver un peu plus de liberté. Et c'est vrai qu'il... La première réflexion, le premier réflexe que j'ai, moi, à chaque fois en début de match, c'est un petit peu le même que le tien, c'est mais pourquoi il passe pas la balle plus vite? Mais peut-être que en début de match, c'est pas aussi simple que ça. Pas dans ce sens-là, hein. Pas dans ce sens-là qu'ils dribblent. Moi, je parle surtout, c'est des fois quand qu'ils arrivent devant le but, ils vont tenter le tir, alors que souvent un coéquipier est démarqué. C'est le cas de toutes les équipes. Ouais, c'est le cas de toutes les équipes. Et puis avoir la lucidité. C'est du chipotage encore. Et c'est paradoxal parce que, enfin, tu vois, enfin, souvent quand ils prennent le tir, mine de rien, il y a quand même une vraie possibilité, il y a un vrai angle pour prendre le tir. On peut prendre par exemple un Di Maria qui a beaucoup évolué par rapport à ça, mais qui avant avait tendance à systématiquement prendre le tir. Voilà. Et je pense, enfin, il y a à aucun moment j'ai vu ça de manière aussi exacerbée, que ce soit chez Neymar ou que ce soit chez Kylian. Enfin voilà. Et encore une fois sur notre efficacité, oui c'est vrai, on est tous frustrés, mais il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on est l'équipe qui, en Ligue 1 en tout cas, et je pense qu'on n'est pas ridicule en Europe, qui marque le plus en termes de nombre de tirs tentés et de buts. Et ensuite de ça, on a une équipe qui finit avec des 5, 6, 0 de manière régulière. Et quand c'est pas 5, 6, 0, c'est rarement en dessous de 3. C'est jamais en dessous de 3. Oui, je trouve que cette efficacité, au fond... Mis à part peut-être le Real l'année dernière qui était psychopatant là-dessus, avec un Ramos qui marquait quasi sur chacune de ses occasions, par exemple, je trouve qu'on est quand même dans des standards qui sont plutôt hauts en termes d'efficacité. Et je trouve que les critiques sur ce sujet, elles sont un peu dures. Et on marque souvent notre premier but sur notre première véritable occasion dans chacun des matchs d'ailleurs. Comme c'était le cas contre Belgrade, première frappe cadrée. Sur cet individualisme de Neymar et Mbappé, je crois qu'il a quand même beaucoup évolué en bien par rapport à la saison dernière, et probablement également le remplacement de Neymar en numéro 10 lui donne un rôle de chef d'orchestre qui le responsabilise et le transforme en meneur de jeu plus qu'en immense soliste qu'il était lorsqu'il était un petit peu libre sur son côté. Donc je crois que de ce côté-là, ça progresse. Ok, merci. J'ai une petite question à vous poser. Donc dans l'autre match du groupe,
Naples l'a emporté 1-0 face à Liverpool. Est-ce que c'était le résultat que vous souhaitiez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Moi, je veux réagir. Vas-y, Drayas. Moi, c'est exactement le résultat que je souhaitais. Alors, je sais que si on réfléchit en termes de juste quel est le meilleur résultat pour passer, un match nul entre les deux aurait été parfait parce qu'il nous assurait pas encore de la deuxième place, mais à minima de la deuxième place dans un futur très proche. Mais en même temps, moi, j'ai envie de nous retrouver, et on va l'aborder après, parce que juste, Naples va peut-être représenter le premier vrai test où il va falloir qu'on soit bon. Et j'ai envie qu'on soit bon dans les tests, et je suis échaudé par X années de on passe en poule pour se faire taper juste derrière. Et du coup, ce résultat me va parce que ça nous met dans l'obligation de faire des gros matchs face à Napoli, et moi ça me va très bien. On aurait pu faire aussi les gros matchs malgré un résultat. Bien sûr, mais avec cette obligation, ce quart d'obligation, parce qu'au fond, ça change pas tant que ça change un peu, mais ce quart d'obligation en moins, et moi j'ai envie qu'on n'ait pas le choix, quoi. Olivier, Thierry, vous voulez réagir ou on passe au top? Alors moi, je pensais vraiment au match nul, mais c'est vrai qu'en y pensant, je pense qu'après, c'est au niveau de la confrontation directe, s'il y a égalité de points, non? C'est au niveau de la confrontation directe. C'est l'avérage particulier, oui. Donc après, sur ce point-là, si nous, on réussit à faire de bons matchs contre Naples, et que Naples réussit à faire un bon résultat à Liverpool, je pense qu'on a beaucoup plus de chance. Après, c'est marrant. Moi, sur ce point-là, voilà. Après, je crois qu'il fallait surtout que Liverpool ne gagne pas, parce que là, il aurait pris une avance très importante. Là, tout est relancé, et c'est bien. Aucune équipe ne peut dire qu'elle est au-dessus des autres. Après, une victoire de Liverpool assurait une place à Paris. Vas-y, Thierry. Un match nul aussi n'aurait pas été mauvais non plus. Bien sûr. Un match nul entre les deux, voilà. Mais c'est vrai que c'est meilleur que Naples gagne que Liverpool. De toute façon, il faudra prendre des points contre Naples, sinon, peu importe, on ne serait pas passé. Donc, on va passer au top du match. Donc, vous pouvez en citer 3, 4, 5. Faites-vous plaisir. Darius, vas-y. Neymar, c'est presque par défaut. Je suis en train de... Étonnant. Non, mais c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu quand il tombait beaucoup, et parce que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, et donc je me devais le défendre quand le monde était en train de lui taper dessus. Mais au-delà de ça, c'était une prestation qui frisait le 10. Alors les coups francs, 2 coups francs extraordinaires, de l'intelligence dans les choix, des dribbles tentés qui réussissent, des passes vers l'avant, il avait du Pastore, il avait pas du Ronaldinho parce qu'il ne le fait pas à la même vitesse, mais une capacité de dribble à la Néné, on va dire. Il avait une finition exemplaire. Un match de gala, oui, 20 premières minutes où il a pris le temps de trouver où est-ce qu'il pouvait prendre ses appuis pour passer ses adversaires, mais monstrueux. Ensuite de ça, le joueur que j'ai le plus envie de mettre en avant, c'est Meunier. Pourquoi? Parce que je trouve que Meunier, qui est un joueur que je défendais beaucoup l'année dernière quand tout le monde le taxait de incapable défensif, mais je trouve qu'avec cette Coupe du Monde, Meunier a encore pris une dimension en plus, il a pris une stature, il s'est bien plus posé, on sent qu'il est devenu plus homme dans ses choix footballistiques, dans sa manière d'imposer ses choix. L'année dernière, on le voyait souvent isolé sur son côté, en train de faire des appels et un peu en train de « pourquoi vous pensez pas à moi ?» Et ben maintenant, les joueurs le voient, c'est impossible de ne pas le voir, il est là sur un terrain, il en impose. Et j'apprécie énormément cette dimension et cette nouvelle maturité chez Meunier que je trouve très forte, et on est peut-être en passe. Alors, il y a encore des problèmes défensifs peut-être, et encore une fois, je trouve que le procès qui lui est fait défensivement est très souvent trop dur, mais on est peut-être en train d'avoir l'éclosion d'un latéral droit de top niveau. Ensuite de ça, je vais mettre Verratti, que je vais critiquer un petit peu par ailleurs, mais qui a sorti une deuxième mi-temps. J'ai revu parce que j'avais une première impression, et j'ai revu, il a sorti une deuxième mi-temps on avait retrouvé le Marco Verratti en mode maestro. Et enfin, je sais pas ce que j'ai envie de le nommer. J'ai envie de nommer Rabiot, qui a toujours quelques petits défauts, mais qui retrouve enfin de l'allant et qui commence à enfin aller de l'avant, que ce soit par ses mouvements, que ce soit avec ballon ou sans ballon, par ses passes. Poursuis sur cette voie, j'en suis très content. Olivier, tes tops, s'il te plaît. Oui, je ne serai pas très original, et je citerai en premier lieu Neymar et Verratti. Verratti, il y a quelques chiffres qui illustrent sa prestation. Il a récupéré 8 ballons, il a gagné 80% de ses duels.
Et dans l'organisation, il a touché 152 ballons et plus de 90% de passes réussies. Donc c'est des chiffres qui sont dans ses standards, des meilleurs standards depuis qu'il est au PSG. Mais ce que j'ai aimé pour Verratti et Neymar, c'est surtout la relation qui est en train de se mettre en place entre eux et qui correspond à un déplacement du centre de gravité de l'équipe. Avant, Verratti combinait surtout avec Thiago Motta derrière lui. Aujourd'hui, il partage la main du jeu avec Neymar qui est devant lui. Et je crois que ça peut expliquer ce jeu plus porté vers l'avant du PSG, cette dynamique qui fait qu'on défend en avançant, qu'on essaye de presser haut pour récupérer des ballons et on essaie de transmettre relativement rapidement et vers l'avant ces ballons-là. Et je crois que ces deux joueurs et leur relation l'illustrent bien. Et puis, c'est pas un joueur que je voudrais citer dans les tops, mais Tourelle, qui continue à me séduire parce que non seulement il a des idées de jeu et on sait qu'elles sont multiformes, mais en plus il est capable de les faire partager à ses joueurs. Et on voit l'évolution d'une équipe qui était dominatrice techniquement, mais parfois un peu ronronnante, à une machine de guerre ultra impliquée dans l'intensité défensive comme offensive. Les exploits individuels sont toujours là, mais il s'ajoute désormais à un projet collectif et je crois qu'il en est l'instigateur indiscutable. Tu restes sur 2 tops du coup? Ah non, 3, t'as dit Verratti, pardon. Voilà, Verratti, Neymar et Tourelle. Ok, Thierry, d'autres tops ou les mêmes? Moi, je rajouterais les mêmes en ce qui concerne Neymar et Verratti. Et moi, je rajouterais Rabiot, puisque pour moi, le milieu de terrain a vraiment été monstrueux. Vraiment, dans toute leur abnégation, justement, l'état d'esprit d'aller chercher le porteur du ballon, d'être là à couper toutes les transmissions et surtout, eux, au niveau des passes, ont été vraiment intéressants. Et on a vu quand même un Rabiot qui était un peu plus bas. Enfin, je trouve que justement les deux se complètent rapidement, puisque Rabiot, qui a peut-être sa formation, qui a beaucoup joué en 6, et Verratti qui a aussi joué en 6, ça permet quand l'un monte, l'autre reste, et c'est très 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 bien équilibré. Et ce qui m'a beaucoup plu pour le match à Rabiot. Et Verratti extraordinaire, et oui, j'en parlais déjà de la relation avec Neymar, et c'est vraiment ce qu'on a besoin, et tout à fait, le fait que Neymar soit dans l'axe, ça permet à Verratti de pas aller chercher sur les côtés, là où ou un défenseur et un autre milieu défensif, ou même le milieu d'équipe peut être à 3 sur Neymar. Là, il est vraiment au centre et il a des passes qui cassent les lignes, Verratti, qui sont extraordinaires et qui ont ramené beaucoup de danger à chaque perte de balle de l'équipe de Serbe. Je vais vite faire réagir. Oui, je sais, je suis chiant pour ça. T'es pas obligé de poser la question. Sur la relation, je suis très d'accord avec ce que tu dis, Titi, et j'ai envie d'insister justement sur cet aspect. Faut mesurer l'importance qu'a un Rabiot qui est tiltant à plein d'égards, notamment parce qu'il garde la balle un peu de revers, mais justement dans la relation qui est en train de naître entre Verratti et Neymar. J'ai l'impression que Rabiot fait un travail de rééquilibrage qui est toujours le travail qui fait partie des travails qu'on voit le moins, qui est très important et qui permet entre autres à cette relation de se sublimer et des fois, notamment en deuxième partie, on se retrouve avec un Verratti qui est devant Neymar et c'est très intéressant là aussi et voilà, je voulais juste... Il faudra voir ce duo encore une fois dans un match à haute intensité. Rabiot n'était pas là et on sait qu'il a du mal dans ces matchs. C'est plutôt dans l'impression qu'il y a, c'est que Tourelle, après je pense que on va dire que c'est lui, parce que c'est les triangles. Remarquez bien, il y a énormément de triangles dans chaque partie du terrain, et ce qui équilibre vraiment. Et quand on regarde de hauteur, c'est incroyable. Chaque joueur est encerclé. C'est extraordinaire, et ce qui fait qu'à la perte de balle, à la récupération de balle, justement, les joueurs sont proches, et avec leur qualité technique, ça fait rapidement la différence. Et pour rajouter pour Rabiot, on s'aperçoit de son importance finalement quand il n'est pas là. Et on l'a vu dans le match d'hier, sans Rabiot, c'est plus pareil. Je suis moins d'accord parce qu'hier Lyon pressait beaucoup plus et contre Liverpool, Rabiot était là et pourtant il y a été en difficulté, donc on attendra peut-être qu'on mais on peut noter quand même qu'il y a une avancée avec Rabiot en termes de temps
dans la manière de jouer, dans la manière d'aller vers l'avant. On a Et déjà vu des avancées, notamment quand il joue avec Verratti Oui, et Draxler, oui, et oui, pour le non. Real, il est retombé On dans est ses toujours travers. dans donc, l'espoir du joueur qui finalement nous déçoit. Moi, j'ai encore envie d'y croire. Je suis un peu Parce que Belgrade, il y a eu 6-1 et tout ça, mais c'est vrai que l'année dernière, les matchs contre Celtic, parfaitement maîtrisés, nouveau pressing, on en a eu aussi le 5-0. Celtic, Anderlecht, Le 5-0 à Celtic, si Celtic Il était pas se disait forcément étouffé, on pouvait pas faire 2 passes de suite sans perdre le ballon. Rabiot avait été extraordinaire ce match-là. Match à Celtic, énorme. mais toute l'équipe a été énorme. Mota notamment, qui avait été extraordinaire, tout le milieu. Mais c'est vrai que Celtic a été complètement étouffé. Plus qu'au retour d'ailleurs, où il y avait eu 7-1. Donc on va passer maintenant au flop du match, si vous en avez, Olivier. J'en ai pas. Je passe mon tour. Olivier n'a jamais été aussi rapide sur une question. J'ai pensé qu'il allait nommer Rola. Thierry, un flop ou tu n'en as pas? Pas vraiment non plus. Oui, on peut. C'est difficile de parler d'Areola, mais c'est vrai que moi j'ai quand même ce problème-là où je me dis s'il sortait d'un bon petit mètre, il devrait pas être loin. Mais après, il apprendra. Moi, je pense aussi qu'Areola est peut-être un peu mal placé. Moi, je trouve les commentaires sur Areola mal placé super durs dans le sens où il se fait vraiment fusiller et c'est une accumulation d'erreurs avant et c'est plus, il pourrait être 20 cm plus à gauche pour vraiment fermer tous les angles, mais enfin, voilà. Disons qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas l'arrêt, on est déçu qu'il fasse pas un exploit, même si c'est très difficile. Il doit quand même faire un exploit. On attend qu'il fasse un exploit. C'est pour ça qu'on est un petit peu... les grands gardiens font les dans le exploits dans jugement. les grands matchs. Oui. Là, encore une fois, c'est du chipotage. Il en faut bien, il en faut bien. Dryas, est-ce que tu as des flops, toi? Moi, j'ai un flop qui est aussi du chipotage, mais je crois qu'il va faire hurler tous les gens qui participent ici et qui vont faire hurler. Je vais me faire insulter, mais c'est pas grave. Je vais me nommer en flop, et c'est un flop relatif. Hein, je prends mes précautions d'usage. Marco en première mi-temps. Marco Verratti, donc en première mi-temps. Et c'est... Alors, sa première mi-temps, pour moi, était mieux que les premières mi-temps auxquelles il nous avait habitués depuis qu'il était revenu titulaire, où on avait un Marco Verratti qui, sur certains matchs, dépassait allègrement le nombre de passes ratées par mi-temps qu'il avait pu le faire dans ses précédentes prestations. Mais encore une fois, j'ai trouvé que Marco Verratti avait littéralement explosé en deuxième mi-temps, et qu'en première mi-temps, il a raté des passes. Il est peut-être arrivé à 90%, sans doute il était à 100% en deuxième mi-temps, et en première mi-temps il ne devait être qu'à 80%. Il a touché un nombre de ballons incroyable, mais il en a touché moins en première, il a raté quelques gestes défensifs, et c'est juste j'ai hâte, parce que je connais ce joueur, et j'ai hâte qu'il nous offre 90 minutes en fait. Il est en retard sur le but de Belgrade d'ailleurs, je crois, sur le premier porteur du ballon. Je me souviens plus, je me souviens, mais d'une manière générale, il est pas mal, il a été mieux que d'habitude en première mi-temps par rapport à ses dernières sorties, mais il a été à des années-lumière du niveau qu'il a eu en deuxième. Et je l'attends moi sur 90 minutes parce que je sais qu'il les a et je suis impatient. En tout cas, tu as beaucoup de chance que Njimi ne soit pas là ce soir. Tu ne seras donc pas retrouvé suicidé d'une balle dans le dos demain. Après, je commence à être rassuré parce qu'Antero Henrique est vachement moins crédible en ce moment. Donc je pense qu'il n'est pas dans une position où il peut tuer des gens. Donc c'est le moment où on peut en parler. Ça c'est Jimmy via le dark web. On va donc passer maintenant au match d'hier soir. Donc après une première mi-temps très complexe, Paris a su dérouler en seconde pour l'emporter finalement 5-0. Avec un but de Neymar sur penalty et un quadruplé de Mbappé réalisé en l'espace de 13 minutes, s'il vous plaît. C'est donc une 9e victoire en championnat en autant de rencontres, ce qui est un nouveau record historique sur le sol français. Et un autre record également, Paris a marqué minimum 3 buts lors de chacune de ses 9 premières rencontres. Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce match, au-delà de ces records? Thierry, s'il te plaît, ton avis. Alors la première chose, c'est le sérieux de notre défense. Ça fait longtemps, enfin même Raphaël Varane en a parlé au Canal Football Club en passant, ils ont posé la question par rapport à la confrontation avec le PSG. Il a dit c'est vrai qu'on a été dominé à Bernabeu, qu'on a eu de la réussite, mais justement ce que je peux conseiller au PSG, c'est d'apprendre à souffrir. Et on a souvent ce problème-là en Ligue 1 où on n'a pas de concurrence, on n'a pas d'adversaires qui vont nous rentrer dedans. Et on peut être satisfait quand même d'avoir depuis l'année dernière des Lyonnais qui jouent le jeu. Et voilà ce que j'ai aimé, même le match des Lyonnais tout simplement, parce qu'ils sont pas venus comme certaines années en attendant derrière et un miracle.
J'ai apprécié Neymar et Mbappé. J'ai apprécié leur relation. On la connaît depuis longtemps. On sait très bien que quand ils sont l'un à côté de l'autre, ils ont toujours envie de faire jouer le partenaire. Et ça, c'est quelque chose. Voilà, c'est les joueurs techniques. Ils ont cette relation-là, qui est unique et que je pense ils ont voilà pour deux joueurs, un qui a 25 ans et l'autre qui a 19 ans. On peut vraiment avoir l'attaque, vraiment deux joueurs qui peuvent faire exploser n'importe quelle défense. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le soulagement après le 2-0, puisque ça devenait compliqué après les ratés de Mbappé et le soulagement du deuxième but, puis le troisième et la folie qui a suivi. Et quel bonheur de voir cette communion, cette joie entre supporters et joueurs. Et là, voilà, c'était vraiment c'était un match compliqué quand même à suivre, puisque voilà, pour tous les amoureux du PSG, on sait très bien, on a la boule au ventre à chaque fois. Et l'explosion de joie à la fin, c'était vraiment, voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être au parc avec les joueurs et c'était super. C'est vrai que l'explosion de joie, notamment Buffon avec Areola, Neymar avec Mbappé, il y a eu des très belles scènes. Drayas, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Déjà, je vais rebondir à quelque chose qu'a dit Thierry. Il disait Lyon est bien, il joue le jeu. J'ai envie de dire que ça coûte cher de jouer le jeu contre nous. Il le joue depuis quelques années avec lui. Bien sûr. Mais en l'occurrence, c'était juste un petit trait d'humour à peu près complètement foireux, assumons-le. Parce que, mine de rien, ça s'est terminé par un 5-0 hier. Ce que j'ai aimé, c'est, en premier lieu, c'est notre capacité de réaction. Mine de rien, on attribue la qualité de notre jeu à la deuxième mi-temps et au moment où on s'est retrouvé donc en égalité numérique après l'expulsion de Kimpembe vers la 31e, il me semble. Mais avant ça, il y a eu une première incursion qui a amené on a vu les 4 offensifs qui étaient devant, donc dans un plein 7+4. Mais après ça, on a arrêté de autant subir alors qu'on était en infériorité numérique. Il y a eu peut-être cette expulsion nous a donné ce supplément d'âme. Alors c'était pas pour autant du bon football, il y avait énormément de choses à revoir, les circuits de jeu, mais on en parlera après. Mais il y a eu cette capacité de réaction à cet événement-là et l'intelligence de savoir profiter de l'apathie lyonnaise après l'expulsion et cela. Ensuite de ça, moi, une chose que j'ai aimée, c'est qu'en dépit du fait que ça jouait plutôt mal en première mi-temps, on ne s'est pas retrouvé avec des joueurs qui arrêtaient de courir. Les joueurs continuaient à courir. Ils avaient une mauvaise activité, mais ils avaient de l'activité. On ne s'est pas retrouvé dans certaines phases où on avait un peu l'impression que les joueurs en avaient rien à foutre, où ils ne faisaient pas d'efforts. Non, ils faisaient les efforts. Ils les faisaient mal, ils ne les faisaient pas forcément coordonnés, ils ne les faisaient pas forcément jusqu'au bout, mais ils faisaient les efforts et ça, c'était appréciable. Et enfin, ce que j'ai aimé, c'est... on a connu une petite régression et... elle aurait pu durer un match entier, quoi. Et non. On s'est relevé et on a fini par un festival, quoi. L'expulsion de Lyon jouant aussi pas mal là-dessus. Bien sûr. Et notamment la baisse physique des Lyonnais. Olivier, toi, ton avis, s'il te plaît? Moi, j'aime bien la phrase qui dit que la seule excuse d'un mauvais match, c'est de le gagner. Et je crois que Paris a vraiment illustré cette phrase hier, parce que malgré les difficultés, c'est la 9e victoire en 9 matchs, comme tu l'as dit, c'est un minimum de 3 buts par match, et puis l'emprise totale sur le championnat, puisque c'est le rival supposé le plus dangereux qui a cédé hier soir. Aujourd'hui, Paris a 8 points d'avance sur Lille 2e, 11 sur l'OM 3e et 13 sur Lyon 5e. Au sortir d'un mauvais match, c'est quand même pas mal. Et moi, je reprendrai un petit peu le terme de Draya sur la réaction. Je crois que Paris a montré quand même une maturité qui me semble très intéressante hier. À partir du moment où il n'était pas dans le match, où il n'avait pas choisi la bonne option pour pouvoir dominer ce match, il s'est adapté. Il s'est adapté en première mi-temps en étant capable de faire un match d'une qualité défensive absolument exceptionnelle. Qu'on soit sorti en menant 1-0 de cette mi-temps où on a été pressé, on a été démantelé, on a été acculé sur notre but, montre qu'on a été capable de résister. Et je voudrais signaler une fois de plus la prestation exceptionnelle de Thiago Silva,
qui a démontré la qualité d'un défenseur central en multipliant les interventions, les anticipations, en étant présent partout. Vraiment une démonstration. Et puis notre deuxième capacité de réaction, c'est de profiter de ce que Lyon nous a offert en deuxième mi-temps. L'expulsion de Touzard a été le tournant du match, la supériorité numérique qu'ils avaient au milieu a disparu. Malgré cela, et probablement un peu grisés par leur bonne première mi-temps, ils ont voulu continuer à attaquer en nombre et ils ont laissé derrière eux des espaces, et on sait très bien, enfin maintenant eux ils le savent et nous on le sait très bien, que laisser des espaces quant à Mbappé et Neymar, bah c'est suicidaire. Et ils se sont pris des contres qui les ont punis définitivement avec ces 4 buts en 13 minutes, et si Mbappé avait eu un peu plus de réussite et d'adresse, il en marquait 7 ou 8 ce soir-là. Donc voilà, ça j'ai été frappé par la maturité de l'équipe qui n'aurait peut-être pas gagné ce match-là les autres années. Et puis l'attitude, comme l'a dit Drayas, il y a eu un engagement irréprochable alors que le contenu était déficient. Et l'exemple pour moi, c'est Di Maria qui a sacrifié son activité offensive, qui a enfilé le bleu de chauffe et qui s'est battu tout le long du match pour combler les trous, normalement en particulier quand Kimpembe a été expulsé. Et j'ai trouvé son intensité dans cet effort tout à fait exceptionnel. Il est mieux axial, le Di Maria, c'est pas la première fois que je le dis. Non, mais sinon, par rapport à ce que tu dis, Olivier, en termes gros match défensif dans les derniers mètres, parce que quand on se fait trouer au milieu, quand on perd les seconds ballons, il y a des gros problèmes défensifs dans ce match. Mais il faut être capable de savoir défendre bas, c'est pas interdit de savoir défendre bas. Bien sûr, mais le fait que Lyon progressait si facilement et qu'on perdait les seconds ballons, il y avait un problème structurel et donc défensif bien sûr, au départ des actions. Mais c'était juste pour recadrer le terme défensif, ce n'est pas que la défense centrale ou dans les derniers mètres. On va passer maintenant à ce que vous n'avez pas aimé dans ce match, Drayas. Alors déjà, avant de commencer par dire ce que j'ai pas aimé, j'ai envie de valider le terme qu'a utilisé Olivier en remplacement du mien. Moi j'avais parlé de capacité de réaction, il a parlé de maturité, et je trouve que c'est un terme d'autant plus adapté. On a, en dépit des difficultés qu'on a rencontrées, on n'a jamais vu une équipe qui paniquait pour autant. Il y a eu des erreurs de relance. Il y a eu des erreurs, mais il n'y avait pas de panique. Et on aurait pu paniquer à d'autres années dans ce genre de situation. Moi, ce que j'ai pas aimé, principalement la désynchronisation de ce qu'on avait vu se mettre en place. On parle d'un bloc, on parle de circuit de jeu qui était capable de s'initier notamment par les ailes, recentrer et devant se réécarter. On n'a rien vu de tout ça pendant les 40 premières minutes. Et tu l'avais annoncé au dernier podcast. Et oui, mais ça c'est pour le détail. Et on n'a rien vu de tout ça, et même, on n'a rien vu de tout ça, même en deuxième mi-temps. On a vu des circuits de jeu se mettre en place, mais ces circuits de jeu étaient amputés de toute la partie défensive, parce qu'un circuit de jeu, c'est quelque chose, c'est comment, une fois qu'on a récupéré la balle, on arrive à se projeter devant, créer des décalages, créer des avances. Là, on s'est créé des avances, parce que les Lyonnais, comme Olivier l'a rappelé, ont été naïfs, et parce qu'on avait des individualités qui se sont mis de manière exceptionnelle. Enfin, ce que j'ai pas aimé, c'est, ça met en illustration ce que je viens de dire, c'est une mi-temps avec des stats abyssales. Une possession qui était inférieure à 40%, 2 tirs en une mi-temps, un nombre de passes réussies qui était une position qui était inférieure à 40%, et un nombre de passes réussies inférieur à 80%. Je ne sais pas si, sous l'époque QSI, il faudrait vérifier avec Carlo, mais je ne sais pas si on a une mi-temps qui a été aussi faible en termes statistiques. Et ce que j'aime pas, essentiellement, c'est cette question qui commence à poindre. On est encore, mine de rien, dans l'attente de notre match référence. On n'a pas encore eu ce match référence. On a eu un match référence, effectivement. Alors, on a validé les blocs bas, chose qui était très difficile, notamment face à Belgrade. On a validé le fait de savoir réagir sous pressing. C'était Rennes, même si Rennes, c'était très discutable. On a fait l'idée VS Lille. Mais ce match où, tout à coup, on est capable de résister à un très fort pressing adverse. Avec Lyon, on avait un début de réponse qu'on était en droit d'attendre. Et on n'a pas eu cette réponse. Et est-ce qu'on peut être cohérent s'il y a un pressing adverse en face qui est fort? On n'a pas encore la réponse. Après, j'ai pas aimé l'absence de Cavani avec les autres joueurs offensifs, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Et des ailes qui ont été en difficulté
de manière extraordinaire et qui même déséquilibrait complètement le bloc défensif. On se retrouvait avec une aile. On avait en permanence, Meunier était pas très bon défensivement sur ce match. Bernat, c'est même pas la peine d'en parler, dès qu'il doit défendre sur son aile, c'est cataclysmique. Donc on se retrouvait en permanence avec un joueur qui devait apporter le surnombre sur un côté, et ce joueur qui apportait le surnombre sur le côté créait un trou au milieu. Les Lyonnais étaient en train de s'amuser avec ça. On avait l'impression d'un espèce de petit jeu de chat à la souris, sauf qu'on était la souris et eux étaient les chats. Ils passaient d'une aile à l'autre en passant par le centre. Et donc ça nous amenait avec un bloc défensif qui parfois était aux abois. Et enfin, la dernière chose que je n'ai pas aimé, ça a été le mode hier, mais maintenant c'est quelque chose de systématique, donc j'aime pas, mais c'est habituel, de Tourelle dans ses analyses après-match. Tourelle est à écouter avec délice dans ses analyses un jour après, 2 jours après, mais après-match. Alors je sais qu'il le fait pour protéger l'équipe, mais quand il dit qu'on a été très bon en première mi-temps, c'est un petit côté agaçant. Merci à toi. Olivier, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans ce match ? J'ai pas apprécié qu'on se soit trompé sur le plan stratégique et tactique dans ce match, que Tourelle se soit trompé, en alignant un 4-2-3-1 alors que Rabiot était absent, et on sait bien que c'est le couple Rabiot-Verratti qui donne l'équilibre dans ce double pivot, et quand l'un manque, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour l'autre. Et alors aussi que les Lyonnais alignaient un milieu à 4 éléments, et on a vu qu'on s'est fait bouffer totalement. Le double pivot a explosé au pressing, et puis Marquinhos qui n'a pas les réflexes naturels d'un milieu, quand ça va pas, il a tendance à reculer entre ces deux centraux, et ça a provoqué un positionnement trop bas du bloc. On a défendu un peu le cul dans les ronces, et c'est jamais très facile malgré la valeur de nos défenseurs. Et puis ce faisant, est réapparu cet espace, ce vide entre l'ensemble milieu défenseur et les 3 de devant. Donc je crois qu'il y a vraiment eu une mauvaise analyse du rapport de force avec les Lyonnais et une disposition tactique qui n'était pas adaptée à ce match. Bon, la perte de contrôle du match et les statistiques qui effectivement sont un record négatif sous l'ère QSI. Et puis l'incertitude pour l'avenir, car finir la mi-temps en menant 1-0 tenait vraiment du miracle. Et on peut douter qu'il en aurait été ainsi face à un adversaire plus réaliste. Le spectre d'Anfield qu'on avait un peu oublié depuis ce match est réapparu et a confirmé les difficultés du PSG cette saison face à un adversaire qui presse haut son milieu de terrain et qui le coupe de ses attaquants. Elle a confirmé aussi malheureusement le mercato raté qui laisse les seuls Verratti et Rabiot comme milieu de métier et qui oblige Tourelle à bricoler si l'un ou l'autre sont manquants. Ça, c'est des problèmes constitutionnels pour lesquels je ne vois pas beaucoup de solutions malheureusement et qui posent un gros problème d'incertitude pour l'avenir. Merci Olivier. Thierry, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Oui, je suis d'accord avec mes 2 amis, avec vous 2 les gars, parce que c'est vrai que c'est une constante qu'on a, hein. Dès qu'on se fait presser, dès qu'ils arrivent à bien contrôler nos joueurs, mais bon, de toute façon, ça on fera l'analyse sur le plan tout à l'heure. Mais donc moi, ce que j'ai pas vraiment aimé, ça a été le manque de justesse, parce que malgré le fait d'avoir été poussé, d'avoir été pressé, il y a eu beaucoup d'erreurs lyonnaises qui justement, avec plus de justesse, puisqu'à un moment on a même un 3 contre 2, avec plus de justesse, on peut terminer le premier quart d'heure avec peut-être 3-0 au final. Donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire de dire que on s'est fait dominer, c'est une réalité par rapport à la possession. Mais moi, comme je vous parlais par rapport à ce que j'ai aimé aussi, c'était le fait de souffrir. Et je pense que le PSG a souvent tendance à chercher à ressembler au Barcelone avec un jeu de possession. Je me dis qu'on pourrait être un bon caméléon comme le Real Madrid, savoir souffrir et savoir garder la balle quand il faut et savoir piquer quand il faut et être réaliste quand il le faut aussi. Puis après, je veux parler de Marquinhos aussi, qui dans l'ensemble, défensivement, fait un bon match. Dans l'attitude, il est, je crois, le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Mais c'est surtout après ce qu'il en fait. Et comme l'a dit Olivier, c'est vrai qu'il a souvent tendance, dès que la récupération est haute de la part des adversaires, de reculer, de se coller de ses défenseurs, ce qui fait que ça permet du joueur d'avancer. Avec un joueur comme Ndombele qui, lui, dès qu'il y a de l'espace, il va directement. Ça nous a vraiment fait mal au niveau du milieu de terrain. Et ce que j'ai pas aimé non plus, ça a été
Bon, malgré tout, voilà, il en plante 4, mais c'est vrai qu'il peut nous mettre rapidement à l'abri. Et je rappelle hein, à peu près ce que j'ai vu aussi à Belgrade, c'était, je vous disais à chaque fois, ce manque de chercher la meilleure, la meilleure occasion, la meilleure de justesse, le plus d'efficacité. Ben, malheureusement, ils en ont manqué sur certains points quand les Lyonnais nous ont donné des balles. Voilà. Marias, tu veux réagir? Je suppose. Ouais. Alors, bah, déjà, je vais juste remarquer que Titi a grave kiffé l'interview de Varane parce que la capacité de souffrir, il t'a plu là sur cette intervention. J'en parlais depuis longtemps. Pour moi, j'en parlais depuis longtemps. Pour moi, c'est ça notre problème. Alors moi j'ai envie de nommer un truc, c'est la régression. Je vais en parler un petit peu plus avant après, mais il y a cette dimension de, on est dans une phase de progrès, on arrivait à trouver vraiment des choses, et dans toute phase de progrès il y a des régressions. Mais j'en parlerai pour tout à l'heure. Je voulais réagir à ce que disait Olivier, et pour moi non, on s'est pas trompé de système. Et Marquinhos a sorti un match contre Nice. Se dire que Nice ne pressait pas au milieu du terrain, c'est pas tout à fait vrai. Et Marquinhos a récupéré un nombre de ballons incroyable. On jouait pas en 4-2-3 hein. À Nice. On joue en 3-2-4. Oui, mais pour le coup au milieu on était avec. On avait 4 milieux du coup, contrairement à oui. 2 contre. Ouais. Bon, mais ce que je veux dire, c'est ah mince. Attends. Pour moi, c'est pas forcément l'argument qu'on s'est trompé de système. C'est juste qu'il y a eu. Il y a eu des dysfonctionnements, des règlements par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et vous parlez de Marquis, mais je trouve que c'est dur, parce que pour moi, s'il y a un milieu qui fait une mi-temps indigente, c'est bien Marco Verratti. Marco Verratti qui est placé n'importe comment, qui réussit vaguement quelques interventions défensives, qui loupe un nombre de passes encore complètement hallucinant. Et on a un Marquis qui se retrouve souvent à devoir compenser le placement de Marco Verratti qui est pour moi catastrophique. Enfin, ça me gêne en fait. Le principe de nommer, c'est d'une manière générale, les 11 joueurs ont été moins bons. On a fini avec 76% de passes réussies à la mi-temps, mais je crois que c'est à la 30e minute, ils avaient dit une première fois, on était à 72% de passes réussies sur l'équipe. C'est toute l'équipe en fait qui s'est mise à déjouer, à ne pas réussir à jouer comme son habitude. Alors bien sûr, il y a l'argument du pressing lyonnais qui a été mis en place, mais au-delà de l'argument du pressing lyonnais, quel que soit le pressing en face, des matchs où on est en dessous de 85% de passes réussies, enfin c'est tellement rare, c'est tellement hallucinant. Et en dessous de 90. Et genre des 30 premières minutes où on est à 72% de passes réussies, enfin c'est pas un joueur, c'est toute l'équipe qui s'est mis un peu à jouer à l'envers. Alors après, oui, kudo pour Thiago Silva, qui a particulièrement bien tenu et qui nous a sauvé beaucoup de choses. Effectivement, Lyon, même s'ils finissent quand même la mi-temps avec 8 tirs et que nous on finit qu'avec 2 tirs, a eu relativement peu d'occasions, mais ils en ont eu quelques-unes et on a quand même eu peur quelquefois. Et voilà, c'est toute l'équipe qui s'est mis jouer à l'envers. C'est pas tout à coup il y avait ce joueur-là qui a été défaillant et qui a empêché de trouver l'équilibre. Les passes n'arrivaient pas, on n'était pas solide, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord avec Olivier. Je pense que c'était un système contre Lyon qui est une erreur, et si tout le monde a déjoué, c'est aussi dû au système. Déjà, il faut savoir que le 4-2-3, quand on veut avoir la maîtrise, c'est très compliqué. Quasiment aucune équipe qui veut la maîtrise ne joue qu'avec 2 milieux. Les équipes qui jouent en 4-2-3-1, c'est l'Atlético Madrid, c'est la Juventus de temps en temps, et c'était le Dortmund de club. C'est que des équipes de contre. Je peux être d'accord avec ça, et je peux entendre cet argument-là, mais réduire le fait que ça ne fonctionnait pas au choix du système, quand tu as un tel gap entre les passes réussies, mais parce que justement il y avait un dysfonctionnement des blocs, de la structure. Deuxièmement, quand on sait que le point fort de Lyon, c'est le point axial avec Aouar qui se recentre, avec Ndombele et toute son activité, et que nous, un de nos points faibles est le milieu. Le 4-2-3-1, c'est le pire système. Tu te retrouves vraiment qu'avec 2 milieux. Et d'ailleurs, quand Di Maria s'est retrouvé à jouer milieu après l'expulsion, d'un coup on a retrouvé beaucoup plus de maîtrise dans ce milieu de terrain, parce qu'on avait un joueur de plus dans l'axe. J'entends ton argument. Mais encore une fois, c'est pas pour autant qu'on arrive à 72% de passes. Non, bien sûr, ça explique pas tout, mais je suis pas convaincu de ce système dans un match où on veut avoir la maîtrise. Si on veut vraiment jouer le contre, il faut bien qu'on trouve une explication à ce taux de mauvaises passes, alors que les joueurs sont les mêmes. C'est des joueurs d'une grande qualité technique. Il a donc bien fallu qu'il y ait un événement qui fait qu'ils n'étaient pas dans la situation pour pouvoir exprimer parfaitement leur qualité technique. Et moi, je persiste à croire que dans un milieu qui est vraiment le point fort des Lyonnais,
Et encore, on a eu la chance que Fekir se blesse tout de suite en début de match, parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné. Lui, il est capable d'organiser un petit peu mieux. Mais jouer à deux milieux, et surtout lorsqu'un des deux milieux n'est pas un milieu de métier, face à 4 milieux lyonnais, pour moi, c'est quand même une des explications de la faible qualité technique de nos joueurs dans ce match et de la souffrance qu'on a eue. On a vu que dès que Touzard est sorti du jeu, que la balance numérique s'est un peu rééquilibrée, ben on a pris une bouffée d'air qu'on n'avait pas en première mi-temps. Bah, personnellement, la bouffée d'air, je commence à la voir un peu plus tôt que ça. Je la vois quelque chose comme 5 minutes après l'expulsion de remplacement de Di Maria au milieu. Oui, mais voilà, oui, c'est très vrai. Parce que là, on joue en 4-3-2. Mais tout à coup, mais moi, je trouve une autre explication que je vais détailler après. Que celle de juge le système. Bah juste pour finir, le système, je pense, au-delà de ce qui n'explique pas tout, c'est surtout sur toute la perte des seconds ballons. Là, le fait d'être à 2 contre 4 au milieu, pour gagner les seconds ballons, c'est très très complexe, puisque tu te retrouves avec en supériorité numérique à chaque duel. Autant de passes à l'adversaire. Derrière, bon, bah on va passer au top du match. Olivier, tu commences, s'il te plaît. Bah, le top du match, c'est Kiki. On peut pas citer un autre homme du match que celui-là. Et pourtant, il fait un match dans l'efficacité qui est médiocre. Il ne marque que 50% de ses occasions, mais ça fait quand même 4 buts en 13 minutes. Donc ce type a un potentiel mais absolument extraordinaire. Bah, il est encore très jeune et il lui manque un peu l'instinct du tueur qu'il va sans aucun doute acquérir avec l'expérience. Et en plus, en dehors de son rôle de buteur, bah, il a constitué un poison constant pour la défense adverse. Il sème la panique à chacune de ses prises de balles et accélérations. C'est vraiment l'arme absolue d'une équipe qui joue le contre, avec des espaces devant lui. Tu ne peux pas avoir un meilleur joueur que ça. Et puis, ça ne s'arrête non plus pas à ça, puisqu'il a provoqué le pénalty, et que c'est sur lui que Touzard fait la faute qui lui donnera le 2e carton et l'expulsion. Donc, il fait un match énorme, sans avoir été à 100% de ce qu'il pouvait faire. Neymar, bien entendu, parce qu'on ne peut pas dissocier Neymar de la réussite de son jeune partenaire. Alors en première mi-temps, bah, il a souffert un peu de l'étouffement provoqué par la supériorité numérique des Lyonnais en milieu de terrain, mais il a complètement renversé la vapeur en seconde mi-temps en faisant exploser l'équipe lyonnaise qui s'était imprudemment livrée. Il a fait alors admirer sa vision du jeu, sa technique, sa capacité d'élimination et sa science de la passe. Je trouve qu'il est totalement épanoui en numéro 10 et il n'y a qu'à voir sa joie de jouer et sa joie de partager le bonheur du public en fin de match pour voir que là, il est totalement un joueur du PSG. Et puis Thiago Silva, parce que vraiment, moi j'étais époustouflé une fois de plus par sa qualité défensive au plus fort de la domination. Quand le navire prenait l'eau de toutes parts, bah, il est vigilant, il est toujours bien placé. Il est imprenable dans les duels, que ce soit au sol ou dans les airs. Il est parfait dans la lecture du jeu. Il a joué aux pompiers de service avec des interventions tranchantes comme ce sauvetage magnifique devant Depay à la 43e. Bon, bien sûr, on peut regretter deux relances qui auraient pu avoir un plus mauvais sort. Mais bon, la prestation est quand même fantastique. Et je ne voudrais pas oublier, parce que je l'ai, moi spécialement, critiqué en début de saison, c'est Kerrer. Et là, il a fait une entrée tout à fait convaincante à la 40e pour pallier l'expulsion de Kimpembe. Avec une prestation où il a étalé toutes ses qualités de puissance et de vitesse d'intervention en ne faisant qu'une seule faute, ce qui lui était souvent un peu reproché. Là, je crois qu'il commence à prendre ses marques dans cette équipe. Des marques qu'il va pouvoir confirmer puisque Kimpembe va être suspendu. J'ai hâte de le voir sur un match complet face à d'autres adversités. Mais c'est une bonne pioche finalement. Merci Thierry, t'es top. Alors, ce sera Olivier, vraiment, j'ai fait comme toi. Franchement, je suis nul, c'est vraiment dur. Mais voilà, c'est en premier. Par contre, je mettrai Neymar. Après, c'est vrai que ça s'associe avec Mbappé puisque bon. Mbappé aurait pu faire partie des flops à 13 000 jusqu'à son premier but. Hein. C'est vrai que ça aurait pu être compliqué, mais c'est très bien. Il a pu terminer avec 4 buts. Donc Neymar, Mbappé et Thiago Silva. Et c'est vrai que Kerrer a été superbe. Et on va quand même noter aussi l'activité de Di Maria quand même, qui malgré tout, voilà, justement, avait souvent tendance à garder la balle quand il était sur les côtés, à être tellement prévisible. Dès que Di Maria touchait la balle, on savait ce qu'elle allait se passer. En étant au milieu,
bah, je le répète, c'est un poulet sans tête et comme il est comme ça et avec la justesse qu'il a et surtout l'envie, c'est extraordinaire. C'est dingue. Il a compensé justement même à un moment les 10 minutes où on a joué à 10, les moments où justement où Neymar et Mbappé restaient offensivement devant. Jusqu'à sa sortie, je crois qu'il est juste parti faire un tacle sur Depay, je crois. Enfin bref, extraordinaire par rapport à Di Maria. Voilà. Merci. Dryas, est-ce que tu es d'accord? Ben, j'avais pas pensé à Di Maria, mais autant il m'a agacé les 30 premières minutes et beaucoup, et autant je suis pleinement d'accord pour la suite. Pour le reste, oui, enfin, comme toi Thierry, moi je mets Neymar en premier, parce que ce Neymar-là, il était incroyable. Enfin, les passes, on a laissé partir Pastore, on l'a retrouvé hier soir, j'exagère un petit peu, parce qu'il y a des trucs que Pastore représente, que Neymar ne pourra jamais représenter, qui tiennent plus à l'aura. Mais dans la réalisation footballistique, que ce soit des passes directes vers l'avant, que ce soit des transversales, que ce soit X ou Y, il a été fabuleux. Silva, un peu pour troller Olivier, et peut-être ça pourrait amener un débat, Silva était un monstre, c'est vrai, un monstre dans son élément. Kerrer, je vais pas en parler du coup. Verratti, je dois en parler parce que j'ai éminemment apprécié sa seconde qui a été délicieuse, au même niveau, enfin peut-être un chouïa en dessous, mais quasi au même niveau que Belgrade. Mais on reviendra parce que c'est un top flop pour le coup. Et enfin, j'avais nommé Buffon, et avec ce commentaire, j'ai trouvé que c'était un gamin rassurant. Donc tu mets 5 joueurs au-dessus d'Mbappé. Ben, Mbappé, c'est le paradoxe. Mbappé, oui, enfin, le truc, c'est qu'en fait, je savais que je passais en troisième, donc je me suis dit, tiens, j'ai pas à le mettre, alors que j'avais pas forcément envie de le mettre, parce qu'effectivement, il a été fabuleux. Mais il a toujours cette précipitation, et je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, cette précipitation, elle l'a gagné quand il était suspendu 3 matchs. Il commence petit à petit à s'en défaire, mais il a une petite précipitation, et Olivier rappelait à juste titre qu'il pouvait marquer facilement 3 buts de plus, et il y a notamment 2 passes de Neymar. Sur ces 2 passes-là, il doit au moins en mettre un. Buffon, au-delà d'être rassurant, il est décisif, notamment cette parade sur la frappe lobée de Depay. C'est un gamin, pourquoi? Parce qu'en fin de match, oui, t'as l'impression qu'il est plus heureux que... c'est son premier match à 20 ans. Voilà. Et en même temps, dans sa... C'est pas du tout une critique en creux d'Areola, et moi je pense qu'il faut même mettre Areola en avant, parce que Areola c'est le futur. Ah pardon, excuse-moi. Mais ce Buffon-là replace sa défense, gueule quand il faut gueuler, sait se faire entendre quand c'est tout con, hein, mais un goal, les goals ils gueulent tout le temps, et puis il y en a certains qui sont tout de suite écoutés dès qu'ils disent un truc, et d'autres pas. Lui, il est tout de suite écouté. Des bonnes sorties. Alors après, il y a peut-être ses défauts. Moi, je les ai même pas remarqués sur ce match. Ça relance, mais un match plein. Je voulais développer un peu sur Kerrer, au-delà de ce qui a été dit. Je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau par rapport à tous nos décès actuels. C'est le seul qui jaillit sur les lignes de passe adverses. On a Kimpembe qui défend en avançant sur son attaquant, on a Silva qui est très dur sur l'homme, qui est dans l'anticipation, mais vraiment un mec qui jaillit entre les lignes de passe. C'est la première fois que je l'ai vu par rapport à nos 4 décès hier contre Lyon. Et il y a une autre action que j'avais vue quand il est rentré contre Belgrade, que je vois très peu faire nos décès. C'est qu'à un moment, il agit pour récupérer le ballon, il fait la passe et il continue dans l'espace vide derrière pour pouvoir demander le ballon plus haut. Et ça, c'est des choses intéressantes que je n'ai pas vues. J'ai pu le voir avec Marquinhos, mais quand il était milieu, pas défenseur central. Pour nuancer un petit peu ça, il est rentré à la 40e au moment où le coup de chaud était un peu passé, il y a eu les espaces commençaient à s'ouvrir, c'est un peu plus facile de jaillir. Oui, bien sûr, ça reste à confirmer, mais ça fait 2 fois de suite. Mais des matchs tranquilles, on n'a pas vu pour autant les autres décès le faire. Et au-delà de ça, enfin sur l'impact défensif, il a quand même coup sur coup étouffé plusieurs attaquants lyonnais qui sont remuants. Je pense notamment à un Cornet qui a vraiment eu du mal contre lui. Et on peut aussi nommer Saint-Maximin qui est à Nice. Peu de défenseurs peuvent se vanter d'avoir à ce point muselé Saint-Maximin. Il commence à vraiment enchaîner des performances où en 1v1, il a une astuce qui fait que même les mecs vifs et rapides, ils n'y arrivent pas contre lui. Il lui faut souvent 5-10 minutes pour prendre la mesure de son vis-à-vis. Et dans ce que disait Basto, j'ai envie de réagir parce que sur le moment, j'ai tiqué quand il disait prendre l'espace devant. Et c'est très vrai parce que au début, j'ai tiqué parce que je me dis, oh, mais Kim, qui est mon petit chéri, machin. Et d'ailleurs, Kim, il faudrait en parler parce que Kim, en ce moment, il inquiète un petit peu, mine de rien. Mais Kim, il prend l'espace devant. Et c'est vrai que Kimpembe prend l'espace avec ballon. Mais sans ballon,
il le fait pas forcément. Et c'est vrai que Kerrer apporte ça. Et le premier point que tu mettais en avant, c'était... Le jaillissement entre les lignes de passe. Alors là, par contre, je trouve dur parce que s'il y a bien un joueur qui le fait, c'est Thiago Silva. Ah non, Silva il avance pas entre les lignes de passe, entre le milieu à la défense. Il va jaillir sur l'attaquant, avancer sur Ah, l'attaquant. pas forcément. Il va aussi couper un certain nombre de passes qui sont faites entre les adversaires. Il en coupe aussi pas mal. Il est Pas assez... entre les attaquants, pas entre les lignes, entre les différentes lignes du milieu. Peut-être. Et Enfin, j'ai oublié peut-être. de dire que Silva, il fait une ouverture absolument merveilleuse Sur l'action, Mbappé. il se fait faucher pour le penalty. Il en fait 2 qui sont fabuleuses sur le match. Je souhaiterais rebondir là sur Mbappé. Parce que moi, bon, j'ai justement ce que tu disais par rapport aux 3 matchs de suspension. Moi, j'ai aussi cette impression que c'est un diesel quand même. Il a souvent, quand il revient, je sais pas s'il se met une pression ou s'il se dit qu'il soit performant rapidement. Et c'est vrai qu'il a souvent tendance à jouer à déjouer quand il n'est pas spontané. Et même le match contre les Serbes, contre l'Étoile Rouge, il a raté des choses que d'habitude, il avait pas, justement pas l'habitude de rater, qu'il se prend pas la tête sur certaines choses et qu'il est beaucoup plus spontané. Et par contre, après son premier but, comme il a dit, on avait l'impression qu'il était libéré. Et par contre, il a retrouvé sa justesse. Il a retrouvé sa clairvoyance, on l'a senti même dans les prises de balles. J'ai la même lecture que toi, mais après il y a cet énorme paradoxe qu'on parle d'un joueur qui a 8 buts en 5 matchs, quoi. Et 10 buts en 7 matchs, toute compétition confondue. Ah bon, 10 buts en 7 matchs, enfin peu importe, on s'en fout des chiffres, c'est oui, c'est vrai. Et hier c'était mais qu'est-ce qu'il rate ? Ah, mais il a pas le droit de rater. Et à l'arrivée, c'est il fait aussi ce qui est plus difficile. C'est-à-dire que c'est un buteur de vitesse. Et ça, c'est très difficile d'arriver à contrôler la justesse, la vitesse à laquelle il intervient. Il a fait pratiquement que des face-à-face gardiens à toute pompe. Les joueurs qui sont capables d'aller aussi vite que lui et d'avoir une finition comme lui, il n'y en a pas des masses. À part Ronaldo, l'ancien Ronaldo, c'était le seul qui se rapproche un peu dans cette combinaison vitesse-précision. Il y avait Thierry Henry aussi, mais c'était un peu moins rapide. Et puis il y avait Ronny aussi. Un peu plus bas, c'était pas... Mais oui, c'était plus vitesse d'exécution que vitesse d'appel. Mais après, il y avait la même chose de... Enfin... J'ai une petite question à vous poser. Darius, tu as effleuré le débat tout à l'heure. Je vais d'abord vous demander votre avis objectif, puis ensuite votre souhait. Buffon a-t-il gagné sa place de numéro 1 ? Vu que tu as effleuré le débat, commence. C'est pas... Moi, je ne raisonne pas en ces termes-là. Je pense que Buffon est au-dessus, indépendamment des qualités footballistiques. Vous voyez, les qualités footballistiques mises à part... Encore une fois, l'impact mental, l'impact psychologique qu'il a, il est rassurant, il dit un truc, il est écouté. En plus de ça, je pense que c'est un homme il a l'air délicieux, il a l'air très intelligent, il sait se mettre à l'écoute, il sait se mettre au niveau de la personne pour créer un lien. Et j'ai l'impression qu'il a créé des liens avec tout le monde et il est parfait. Mais Buffon est âgé. Areola est et je crois un joueur de talent. On est tous à le critiquer, on est tous à chercher des détails, mais quels que soient les observateurs, quels que soient les entraîneurs de gardiens qui en parlent, ils en disent à chaque fois le plus grand bien. C'est un joueur qui a des choses à apprendre. Et donc, pour moi, c'est Buffon, c'est un plaisir de le voir. Donc j'ai envie de le voir, mais j'ai pas envie qu'on sacrifie. J'ai envie aussi qu'on prépare la saison prochaine en se disant tiens, ça va être Areola la saison prochaine qui va être titulaire. Et j'ai envie qu'on l'implique dans cette continuité-là. Et que fera Tourelle pour toi dans les gros matchs ? Dans les gros matchs, ça va dépendre. Ça va dépendre de comment la saison évolue, comment les deux vont gérer cette espèce de concurrence que Tourelle pour l'instant a mise en place. Alors est-ce qu'il l'a mise en place parce que Buffon a été suspendu ou pas? On va le savoir très vite. Et tout va dépendre des performances des joueurs. Mais je pense qu'à performance presque égale, il faudra favoriser Areola. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Un coach n'est pas là non plus pour penser qu'au futur, aussi à un moment présent. Olivier, toi qui avais des doutes au moment de la signature de Buffon, t'en penses quoi maintenant? Pour moi, la signature de Buffon est une bêtise parce qu'on crée un problème qui n'a pas lieu d'être, et justement en compliquant les choix de Tourelle. Quand on les voit, les matchs qu'ils ont joués l'un et l'autre, il n'y a vraiment pas une très grosse différence de qualité de performance. Ils sont très proches l'un de l'autre. Il y en a un qui est meilleur dans certains secteurs, l'autre dans d'autres. Buffon, c'est un peu un gardien à l'ancienne. Il n'est quand même pas un gardien moderne qui est capable de participer au jeu comme l'éducation de Areola a permis de le faire. Le jeu au pied d'Areola est d'une toute autre qualité
que celui de Buffon et ça peut jouer dans certains matchs. Maintenant, voilà, moi je serais à la place de Tourelle, je serais bien emmerdé parce qu'il y a une pression très forte pour que l'icône, le monument, enfin la légende, et j'en passe et des meilleurs, joue. Mais je partage l'avis de Draias, l'avenir c'est Areola, c'est un joueur qui est en pleine progression et c'est lui qu'il faut favoriser dès lors qu'il n'y a pas une différence de niveau majeur entre les deux. On peut donc sortir Silva et Alves. Plus de 34 Silva, ans. personne ne fait mieux. Je rigole, Olivier. Surtout qu'Alves peut être formidable au milieu. Thierry, ton avis, toi, sur la question? Thierry Alors, ah oui, c'est bon. Ouais. Alors non, moi, déjà, je m'étais très intéressé par rapport au transfert parce qu'au début, je n'y croyais pas, pour vous le dire. Et j'ai lu pas mal de choses et même on m'a confié que Buffon n'est pas arrivé en se disant qu'il serait titulaire et que même au contraire, il était honoré d'apporter toute son expérience, tout son vécu pour aider un gardien comme Areola. Et justement, en plus, en arrivant avec son statut de champion du monde, le regard change, même s'il n'a pas joué, mais voilà, il est quand même champion du monde et même on sent qu'à 40 ans, Buffon veut profiter, voilà, un dernier moment et j'ai l'impression qu'il se sent bien dans le groupe. Après, au niveau du choix, c'est vrai que Buffon, on sent même, ne serait-ce que par la voix, il y a eu un coup franc à un moment, le coup franc de Depay qui est long, on entend de la télé, on sent la présence, on sent même les prises de balles. Il y a justement, il y a une frappe d'Aouar qui est ras du poteau. Beaucoup de gardiens, je pense, peuvent le prendre parce qu'il y a beaucoup de jambes devant. Et c'est vrai qu'il est très sûr dans ses prises de balles, voilà, c'est un gardien qui essaye l'efficacité au maximum et qui va pas chercher à faire quelque chose, voilà, de compliqué. Mais on sent vraiment l'envergure et la sérénité que la défense a quand Buffon est derrière. C'est vrai qu'on se dit qu'avec Buffon, il peut avoir un miracle. C'est vrai qu'il assure ses prises de risque quand il faut la mettre en corner sans tenter de la capter parce que ça peut être dangereux, il va la mettre en corner. On sent il sait ce qu'il faut faire sur chaque situation. Et ce que disait Titi, la voix, c'est non seulement il a une voix, mais en plus de ça, il est tout de suite écouté. Et ça, c'est formidable. Et je voulais réagir à ce que disait Olivier, où Tourelle est dans une situation de merde. J'ai vraiment le sentiment, et ça rebondit avec ce que tu disais, Titi, où peut-être toi tu as des infos, moi c'est pas des infos, c'est juste une impression. Que Tourelle, c'est vraiment pas le mec prise de tête. Faut voir, faut se souvenir qu'après le match, avec qui il fait la fête principalement, c'est avec Areola. Ils sont en train de sauter ensemble. Et j'ai l'impression que c'est le mec qui est là. C'est vraiment, enfin, il me donne vraiment l'impression de plus être une personne qui va proposer une solution que de créer un problème. On le voit même quand il est sur le banc, quand Areola joue, c'est le premier debout je le vois à encourager les joueurs, à les alpaguer, à les motiver. Je le vois absolument pas créer des problèmes et je pense que pour ça, Tourelle va être relativement tranquille. C'est mon sentiment. On verra le choix de notre coach pour les prochains matchs après suspension d'Areola. On va passer maintenant au flop de ce match. Thierry, quels sont tes flops, s'il te plaît? Alors pour ce match-là, malheureusement, je vais mettre Kim. C'est vrai que on l'a senti beaucoup plus serein. On peut dire que l'étoile rouge, ça vient quand même de son côté. Après, même si c'est une succession d'erreurs, mais après, ça malheureusement son tacle, on va dire qu'il glisse un peu sur le ballon, mais c'est quand même fort comment il a été. Et, ça peut être vraiment dangereux et voilà, donc le carton rouge est mérité. C'est vraiment, voilà. Après il y a eu, c'est vrai que Marco au final, Marco a eu beaucoup de mal en première mi-temps, mais après c'est le flop. Je dirais que c'est vraiment toute la justesse technique du PSG en première mi-temps. Draias, c'était flop? Je vais commencer par Kim. Moi, je l'avais pas mis en premier flop, mais d'une manière générale, Kim, je le trouve beaucoup trop nerveux. En fait, depuis Rennes. À Rennes, il s'est essayé à quelque chose de nouveau où il était vraiment en mode quarterback. Et depuis, fréquemment, il fait une erreur, fréquemment, il fait un trop. Mais pour ce match, alors à la fois, j'ai envie de le condamner parce que son geste est déplacé et peut-être il peut trouver une autre solution. En tout cas, il peut faire une faute qui est moins grave.
Parce qu'il ne faut pas oublier que sur cette action, mine de rien, et on le voit très très bien sur le ralenti. Non, puis, mais avant il y a Depay. Il y a d'abord Marquinhos, non, c'est d'abord Verratti qui fait un espèce de tacle. Je crois qu'il est à peu près 1 mètre. Il est à peu près 1 mètre devant le joueur lyonnais. On a l'impression, je sais pas, il s'était pris, il avait fumé une taf de pétard avant, ou je sais pas quoi. Il avait du mal avec les positionnements. Après, ou non, c'est Marquinhos qui est en premier, qui essaye d'attraper le joueur, qui se fait complètement dépasser. Verratti fait un tacle, mais c'est le tacle de Marco Verratti sur ce coup-là, il est risible. Et il y a Kim qui se retrouve à avancer pour voilà, et etc. Parce que si Depay passe Kim, donc Kim est presque obligé de faire faute. Après, la faute qu'il fait, elle n'est pas maîtrisée, et donc c'est pour ça que je l'avais aussi nommé comme flop. Mais sur cette action, mine de rien, enfin, les deux milieux sont vraiment aux fraises et on ne peut plus coupable. Et quand tu vois l'image où justement t'es face et tu vois les deux milieux en train de... ils sont ridicules, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Moi j'avais nommé en premier lieu Verratti, toujours pareil, alors c'était peut-être un peu moins vrai comme Belgrade, même si pour moi il y avait quand même un peu de vérité là-dedans. C'est depuis qu'il est de retour, ses premières mi-temps sont pas bonnes. Et sur cette mi-temps-là, les gens pensent plus sur Marquinhos, mais pour moi Verratti est tellement mal placé. Il rate un nombre de passes incalculable. Je rappelle que je l'ai mis en top à côté pour sa deuxième mi-temps, mais sur sa première mi-temps c'était indigent. Ensuite de ça, je vais me nommer en top le rôle défensif des offensifs. On était très agréablement surpris récemment par les courses défensives de Neymar, de Di Maria, de Mbappé. Sur ce match, on a vu certaines de ses courses. Alors Di Maria, quand il a été recentré, était bien meilleur sur ce sujet, mais on a vu Neymar notamment revenir. Mais à chaque fois, il s'arrêtait à 1 mètre de vis-à-vis. Il faisait plus les efforts défensifs qu'on avait l'habitude de voir. Et je vais enfin nommer les ailes, qui étaient en PLS et qui avaient systématiquement besoin de l'aide d'un milieu. Ça déséquilibrait en permanence, ça offrait des solutions et dans l'axe et sur les autres ailes. Les ailes étaient très problématiques sur ce match. Juste pour rebondir à ton remarque sur le rôle des offensifs. Au lieu de parcourir 10 mètres par rapport au dernier match, ils devaient en parcourir 30 pour revenir, vu qu'il y avait une distension du bloc. Donc on les voit beaucoup plus en difficulté, alors qu'ils font peut-être pas moins d'efforts. Mais justement, pour moi, un des côtés positifs, c'est qu'ils faisaient des efforts, mais si tu veux, là, ils faisaient les efforts, ils arrivaient à 1 mètre du joueur, et ils faisaient ce que je déteste, c'est-à-dire que le mec arrive à 1 mètre du joueur pour récupérer la balle, et il arrête son effort à ce moment-là. Alors qu'il ait dû courir 30 mètres, c'est une chose, mais pourquoi tu t'arrêtes sur le dernier mètre? À la limite, fais que 10 mètres et fais pas les 20 mètres suivants. Mais ça m'agace quand je vois ça. Ok. Olivier, tes flops? Kimpembe, bien sûr, comme tout le monde. Mais Kimpembe, je crois que c'est un joueur qui a besoin du duel. Il a besoin d'avoir un adversaire direct. Et Depay, qui est un faux avançant, qui a passé son temps à fuir, à se balayer tout le front de l'attaque, ne lui a pas offert cette possibilité de se situer et d'être fort au duel. Et j'ai senti dans ce tacle manifestement non maîtrisé beaucoup de frustration d'un joueur qui était un peu sorti du match parce qu'il n'avait pas les conditions habituelles dont il a besoin pour briller. On est un peu déçu parce que cette énergie excessive, on avait l'impression qu'il l'avait bien canalisée, et là il est retombé dans ce petit travers. Mais bon, il est tellement bon tout le reste du temps que je crois qu'on peut lui pardonner ce petit écart. Après, pour moi, le flop, mais c'est un flop à tous les matchs, c'est Bernat. Qu'est-ce qu'on fout avec un latéral de ce niveau-là? Ce type est incapable de défendre. Il faut un babysitter pour pouvoir l'aider à récupérer les gens qui passent dans le dos. Il défend en se mettant de côté, tu le passes avec une facilité dérisoire. C'est un joli footballeur qui a une belle technique. Ça va bien contre Belgrade, mais dès que le niveau s'élève, c'est un boulet pour l'équipe. Là, ça, je ne vois pas comment on va régler ce problème-là. Et puis, je répète, mon flop, c'est Tourelle, qui pour moi s'est trompé dans l'organisation, à opposer aux Lyonnais qui étaient en surnombre au milieu et qui exerçaient un pressing intense et haut. Le double pivot Verratti-Marquinhos n'y a pas résisté. Et puis il a été aussi un peu incapable, je l'ai trouvé en manque de solutions alors qu'il en trouvait les autres matchs. Et c'est plutôt les faits de match qui lui ont donné la bouffée d'oxygène qu'il avait été incapable de trouver. C'est-à-dire finalement l'expulsion de Kimpembe qui a permis de passer en 4-3-2 et donc de densifier le milieu de terrain en recentrant Di Maria, et ça a donné un meilleur équilibre à l'équipe. Et puis le suicide collectif des Lyonnais en deuxième mi-temps qui ont ouvert des boulevards dans lesquels se sont régalés Mbappé et Neymar.
Mais bon, à sa décharge, il faut bien remarquer que si Verratti ou Rabiot sont absents, il n'a aucune solution de rechange au milieu. Merci le mercato. Je suis content que tu parles de Bernat en flop parce que la défense, c'est pas que les duels en reculant. Bernat, sur le 3e but hier, il casse 2 lignes de pression lyonnaise sur une seule relance pour trouver Neymar. C'est le premier latéral depuis Maxwell qui est aussi actif dans ce système-là. Et quand on va être sous pression d'avoir un mec qui peut casser 2 lignes de passe pour direct se retrouver en surnombre derrière, c'est aussi un geste défensif qui peut être intéressant, malgré évidemment un match très complexe. Et puis les duels, c'est en deuxième mi-temps. C'est en deuxième mi-temps. En l'air à chaque feinte. C'est en deuxième mi-temps. C'est la première mi-temps où là on est le cul dans les ronces, qu'il est pathétique. C'est la première mi-temps, ouais, c'est vrai. Mais ouais, moi je peux réagir, Olivier? Bien sûr. Oui, Basso, t'as raison. Oui, et oui, effectivement, quelqu'un qui est capable de, par une passe, créer le décalage nécessaire qui va nous permettre d'avoir justement ce temps d'avance pour devant, pour enfin faire les fameux circuits de jeu qui nous ont autant fait défaut. Oui, c'est bien, mais un mec qui est, quand il est sur son aile, qui a, comme le disait Olivier, a besoin d'un babysitter, c'est tout bête, tu perds un homme au milieu, c'est tellement facile pour l'autre équipe, tu vas sur cette aile, puis tu repasses par le centre, voire tu vas sur l'autre aile, t'offres des solutions, et on voit, ça c'est en train de se préciser à chaque match, que justement ce côté-là commence à être targeté par les adversaires, et sa capacité à défendre, notamment quand il est latéral, c'est-à-dire quand il est dans sa position de latéral vis-à-vis d'un vis-à-vis. Enfin, moi je l'ai vu, tu m'as dit qu'il avait gagné d'autres duels, je ne regardais pas à ce moment-là. Moi je l'ai vu gagner son premier duel quand il est en face à face sur son aile. Non, dans cette position-là, il en a fait qu'un hier. En seconde mi-temps, il en a fait plus. Mais c'est problématique. Paradoxalement, les occasions viennent de l'autre côté, du côté de Meunier, de l'axe. Oui, mais entre autres, parce que tu es obligé de surcharger ce côté-là, parce que ce côté-là peut se faire prendre, et du coup, l'autre côté se retrouve déchargé. Après, c'est le problème de la théorie. Même Meunier, quand l'équipe subit, a des problèmes. Moindre, mais a des problèmes. Mais c'est à trouver quand si l'équipe défend en avançant. C'est toujours le problème de ce genre de latéraux. On va maintenant passer au gros plan. Donc on a déjà effleuré le sujet en analysant le match contre Lyon. Donc si le PSG s'est imposé largement, on a vu donc cette première mi-temps beaucoup plus complexe et Paris s'en sort très bien avec ce score de 1-0 à la pause. Donc la question que j'ai envie de poser est la suivante. Est-ce que c'est un simple accident cette première mi-temps ou est-ce qu'il y a des problèmes plus profonds et qui nécessitent de régler pour les prochains matchs, notamment la double confrontation face au Napoli qui approche? Drayas, s'il te plaît. Moi, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque progrès implique une régression, c'est inévitable. Alors, vous avez sans doute raison de ne pas avoir assez densifié le milieu, notamment par rapport à un milieu lyonnais qui était fort. Mais encore une fois, le fait à la 30e minute, je le rappelle, c'est à la fin de la mi-temps, c'est 77, mais à la 30e minute, on a 72% de passes réussies. C'est juste affolant avec les joueurs qu'on a. Et pourtant, c'était le cas. On avait des joueurs qui se battaient. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des joueurs qui avaient lâché quoi que ce soit. C'était juste, on n'y arrivait pas. Tout ce qu'on avait mis en place était en train de se casser la gueule, était en train de partir en sucette. Et à ce titre-là, ça ressemble plus à une régression. Mais la problématique, c'est... en fait, pour moi, la problématique n'est pas tellement la régression que la raison pour laquelle on a recommencé à exister. C'est-à-dire qu'on a recommencé à exister parce qu'on s'est retrouvé en supériorité, en égalité numérique pour le coup, et que Lyon, comme le rappelait Olivier, s'est mis à attaquer à tout va. C'est-à-dire qu'on ne réexiste que parce qu'il y a ça. Et donc, il y a cette question de... Est-ce que c'est l'accident ou est-ce que... Et je pense que cette question, en fait, elle pourrait être tranchée qu'à partir du moment où on sortira un match référence, et on sortira un match référence non pas contre Nice, mais on sortira un match référence comme le Napoli. Et comme toi, pour le coup, j'attends le Napoli. Pour moi, la régression à laquelle on a assisté dans les 30 premières minutes est absolument pas inquiétante. C'est juste, qu'est-ce qui va se passer après? Merci Olivier, ton avis? Pour répondre crûment à ta question, la première mi-temps est-elle qu'un accident? Je crois malheureusement que ce n'est pas un accident. Cette première mi-temps a révélé des défauts constitutionnels et dont je vois difficilement les solutions. Alors déjà, il faut remarquer que le PSG a raté beaucoup de premières mi-temps en ce début de saison, mais que la cause n'est pas la même, les causes ne sont pas les mêmes que celles d'hier soir. En effet, s'il a raté pas mal de premières mi-temps, c'est parce que c'était la période où Tourelle faisait beaucoup d'essais, des essais qui étaient le plus souvent non concluants et qu'il corrigeait en deuxième mi-temps, ce
qui permettait au PSG de remporter le match. Hier, il a installé le système qui lui semble a priori le plus correspondre au profil de son équipe, c'est-à-dire le 4-2-3-1. Et là, on s'est aperçu que ce système est en difficulté face à des équipes qui pressent le milieu et qui le font en nombre. On l'avait vu contre Liverpool, on le voit hier soir, et c'est aggravé en plus par le fait que les deux seuls milieux ne sont pas au complet puisqu'il manquait Rabiot et qu'on ne peut pas le remplacer par un joueur de milieu, entre guillemets, de métier. Le risque est donc réel que ces difficultés-là soient récurrentes, avec une dépendance majeure à la présence de Rabiot et de Verratti ensemble au milieu. Alors, quelles sont les solutions pour pallier ces difficultés? Pour moi, il n'y en a vraiment qu'une, c'est-à-dire la défense à 3 comme un pansement pour faire face à nos autres problèmes qui sont aussi la faiblesse de nos latéraux dans le domaine défensif. La défense à 3, elle va permettre de sécuriser l'axe et de couvrir les côtés où les latéraux, qu'ils soient Meunier et a fortiori Bernat, sont un danger pour l'équipe dans ce secteur. Je pense aussi qu'il faut poursuivre l'expérience du duo de numéro 10 Neymar Di Maria avec un 3-4-2-1 qui peut-être peut permettre non pas d'être un système idéal, mais d'un système qui peut masquer un peu les défauts réels de cette équipe. Mais je ne pense pas que ce soit un accident et on a besoin de le confirmer face à un grand défi qui va être celui de Naples, avec un tacticien de la qualité de Carlo qui lui va se faire un plaisir de nous attaquer du côté de Bernat et de Meunier et de mettre la pression massive sur notre milieu de terrain. Merci Olivier, je partage plutôt ton avis. Thierry, le tien, s'il te plaît. Alors, moi, je trouve que ce match, il m'a fait beaucoup penser au 3-0 contre le Bayern, où on marque assez rapidement et après dire que c'est un accident, je trouve que c'est un peu fort quand même. Que le match commence, Lyon pousse, ils sont hauts. Et les 10 premières minutes, on peut pas dire qu'il y a une équipe qui domine. Et Lyon sont hauts et justement une super passe de Thiago Silva va amener la course en profondeur d'Mbappé. Il va se faire faucher le but de Neymar. Et justement jusqu'à la 10e minute, toutes les deux équipes il y a une plus grosse pression lyonnaise, mais j'ai l'impression qu'on répond au duel. Puis va suivre de nombreuses balles perdues et un manque de justesse de notre part. Surtout, comme on parlait de Verratti et de Marquinhos. Mais c'est surtout causé par l'application des joueurs lyonnais. Et je remarquais que Lyon a mis en place un marquage individuel sur Neymar, où il a coupé beaucoup de transmissions. Le fait aussi qu'Aouar et Ndombele pressent Marquinhos et Verratti. Ça empêchait justement de pouvoir faire les transmissions. Et là, c'est là que Mbappé et Cavani n'ont pas été bons au niveau de leur remise. Mais au final, entre la 11e et la 27e, on a 3 occasions sur 3 ballons qu'on récupère, sur 3 ballons interceptés où on aurait dû punir Lyon. Et là, au final, malgré la grosse pression lyonnaise, le match aurait pu être rapidement plié. On peut dire que justement ce qui a fait la force de Lyon, ça a été Ndombele qui a fait beaucoup de différence, qui a justement envoyé Kimpembe au vestiaire. Et à partir de là, c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué. Les 10 minutes qu'on suivit, qu'à ce moment-là, on se retrouvait avec les 2 attaquants et Di Maria jouait encore à gauche. Et avec son repositionnement, là, ça a commencé à prendre. On a commencé à avoir un meilleur équilibre et là on a commencé à avoir beaucoup plus de réussite au niveau de nos passes. Et moi je trouve que dans ce qui fait qu'il faut pas être alarmiste, c'est que justement il y a des matchs où on n'a pas ce genre d'adversité d'habitude et de pouvoir jauger notre défense face à des équipes qui sont très bonnes offensivement et défensivement. Et donc pour moi, pour le coup, ça a été vraiment un match difficile, certes, mais ça a été vraiment la réaction de nos joueurs qu'il faut féliciter. Et c'est vrai que ça s'est passé en deuxième mi-temps. L'expulsion de Touzard, ça a rééquilibré les débats, mais
Je trouve que voilà, c'est pas non plus alarmiste et que justement, je trouvais beaucoup plus compliqué nos premières mi-temps que celle-là où là on a trouvé c'est un adversaire et qu'au final on a réussi à répondre à son attaque. Ok, merci à vous. Vas-y, tu veux réagir. Ah oui. Ouais, enfin, moi, mais c'est intéressant. Alors après, il y a ce que dit Titi. Oui, mais je reste moi sur les 72% de passes réussies. C'est vrai, paradoxalement, Rennes n'a pas tant d'occasions franches que ça, mais ils en ont quand même quelques-unes. Et Lyon n'a pas tant d'occasions franches que ça, mais ils en ont quelques-unes. La tête de Denayer, vraiment, je vois que celle-là. Mais après, ils ont quand même beaucoup plus de tirs et beaucoup plus de semi-occasions que nous, parce que les occasions où tu fais référence, on aurait dû tuer, etc. C'était aussi des demi-occasions et. Enfin voilà, il y a quand même une faiblesse. Mais ce qui est intéressant, c'est pour vous, ça s'explique par l'organisation de l'équipe, par la manière avec laquelle l'équipe était disposée. Et c'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment, mais j'espère que j'ai raison. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'on était dans une progression et qu'on assiste à une régression et on se retrouve avec des joueurs qui sont mis à jouer à l'envers. Et je trouve que notre milieu. Alors, c'est la version très optimiste, mais il faut savoir que je suis un béni-oui optimiste, mais notre milieu ne va pas tant être un problème que ça si on poursuit dans cette voie, où on se retrouve avec des joueurs qui savent sortir de leur fonction, et c'est quelque chose qui commence à se dessiner, et pour moi, c'était véritablement un accident du coup. J'ai peut-être tort, et la réponse sera à Napoli, mais c'est ma lecture. Elle se retrouve dans le psychologique. Je crois quand même que on ne peut pas s'empêcher de rester sur le score final. 5-0, vraiment, ça ne reflète absolument pas ce qui s'est passé entre ces deux équipes. Et j'ose à peine imaginer, avec une équipe beaucoup moins naïve que Lyon, plus efficace, la tôle qu'on aurait pris en première mi-temps. Je ne vois pas comment, avec la prestation qu'on a faite, comment on aurait pu résister à un grand d'Europe. Donc c'est pour ça que je pense que les défauts sont profonds. C'est pas un accident, il y a des défauts profonds. Mais il y a l'argument qui est le mien, mais qui est sans doute naïf, qui est que nos joueurs sont en progression. Il y a une mutation en fait de l'équipe où tout à coup les joueurs se battent beaucoup plus qu'avant. C'est ma perception, et que chaque progression s'accompagne de régression. Et du coup, moi j'assimile en fait cette mi-temps à une régression et non pas à quelque chose de représentatif de notre niveau. Mais c'est mon choix. J'ai envie de vous dire que je suis content enfin, non, voilà, parce qu'au final, on réussit parce que la deuxième mi-temps est meilleure, que ce soit au niveau possession, au niveau des passes réussies, au niveau, là, on a vraiment pris le contrôle. Ouais, enfin, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes en deuxième mi-temps. Oui, non, mais dans le sens où, si tu veux, ce qu'on avait vu, par exemple, par rapport à Nice, par rapport à Belgrade, où on a des relances qui partent de nos latéraux, enfin, quand ils sont derrière, où on a effectivement des circuits de jeu où ça passe par le milieu. Là, c'était plus, il y avait les Lyonnais, donc on arrivait à trouver des passes très rapides et effectivement, on retrouvait une organisation, mais que dans les derniers mètres, dans les 40 derniers mètres adverses. Mais il n'y avait pas ce plan qui impliquait toute l'équipe, où tout à coup, tu avais une équipe qui jouait ensemble, qui amenait un but. De toute façon, chose qu'on avait vu à Nice et à Belgrade. On joue Napoli dans 2 matchs, donc on aura vite la réponse si c'était une régression dans la progression ou si le problème est plus profond. On va passer Après, je voulais juste rajouter que moi, quand je vous dis que je suis content, c'est le fait que on puisse voir que il faudra des fois savoir être caméléon et pouvoir changer de système quand les choses ne vont pas. Ça oui. On va passer à la deuxième partie du Europlan. Quand on sait par exemple que Neymar échange en moyenne 2 ballons avec Cavani par match depuis le début de saison, et quand on voit la performance de la relation Neymar-Mbappé une fois Cavani sacrifié suite à l'expulsion de Kimpembe, j'ai envie de vous demander si pour vous la place de l'Uruguayen est en danger, notamment dans les matchs où on aura peut-être moins de maîtrise, où on subira moins avec cette possibilité de jouer en contre avec ce duo Neymar-Mbappé qui hier a fait merveille. Olivier, ton avis? C'est un peu un serpent de mer, la compatibilité de Cavani et du duo des deux autres. Ça reste une interrogation et un problème depuis leur arrivée.
la deuxième moitié de la première saison d'Emery où il installe devant la triplette Di Maria, Cavani, Draxler, ça a très bien fonctionné, on ne se posait pas ces questions-là. Cavani n'a pas changé, c'est l'introduction des deux qui pose un problème de fonctionnement avec lui. Donc je crois qu'on ne peut pas lui faire porter toute la responsabilité. C'est un joueur très particulier, Cavani, à la fois par ses limites techniques, dans le jeu de remise, dans les échanges qui ne facilitent pas le jeu collectif, et puis par son positionnement sur le terrain. C'est un joueur qui se déplace partout, qui abat déjà un énorme travail défensif, ce que ne font pas les deux autres, ce qui le conduit à ne pas être très souvent dans l'axe, on le voit souvent se balader sur le côté, donc c'est un joueur qui est difficile à trouver. Est-ce qu'il ne faut pas accepter Cavani tel qu'il est, plutôt que d'essayer de lui demander ce qu'il ne sait pas faire? Et qu'est-ce qu'il est? C'est un finisseur, un soliste, un pur buteur qui doit être au-delà du collectif, un surajout au collectif. C'est quand même un joueur qui marque une trentaine de buts par saison et qui déploie une activité incroyable. Alors est-ce que c'est pas aussi aux deux autres à mieux essayer de le trouver, parce que c'est quand même un joueur qui fait des appels unanimement jugés comme remarquables. Maintenant, on peut voir aussi la question différemment et se demander s'il faut obligatoirement que ces trois joueurs soient alignés ensemble à tous les matchs. Est-ce qu'on ne doit pas varier leur association selon la force de l'adversaire, selon le profil tactique, selon qu'on veut jouer en contre ou différemment? Et puis il y a une question qui n'est pas seulement sportive mais aussi marketing. C'est la MCN, le Paris Saint-Germain, les dirigeants du Paris Saint-Germain verraient probablement d'un mauvais œil que Cavani soit durablement sur le banc. Et puis il y a une question d'ego, parce que c'est trois joueurs de niveau international qui ont une très très forte personnalité. On l'a vu les petites étincelles que ça avait fait l'année dernière dans certains cas. Et là, s'il y a des choix à faire, il faudra que le coach soit soutenu mieux que les coachs précédents par les dirigeants s'il a besoin de régler ça. En tout cas, ça reste un énorme chantier à résoudre pour Tourelle et qu'il ne peut plus différer parce que l'efficacité de l'équipe en dépend. Mais moi, je serais navré qu'on soit incapable de trouver une solution pour un joueur de la qualité et de l'investissement de Cavani, qui reste un champion d'une qualité humaine extraordinaire. Tu parles des dirigeants. Nasser hier a dit après le match que Cavani méritait le Ballon d'Or autant que Neymar et Mbappé. Nasser, la déclaration de Nasser. Il faudrait qu'on fasse un florilège des déclarations de Nasser. Ils sont toujours dans le bon timing. On n'aurait pas le temps, ce serait le podcast le plus long qu'on ait jamais fait. Olivier, on s'en sortirait pas. Thierry, ton avis sur la question, s'il te plaît? Oui, alors moi, c'est la première chose que j'ai pensé à la fin du match, après le quadruplé d'Mbappé. Je me suis dit, pauvre Eddy, parce que là, vraiment, il paye normal. Bon, ça reste logique. Et pour moi, vu comment le match avait commencé, et la complication par rapport aux transmissions, la contre-attaque allait être un atout nécessaire. Et c'est vrai qu'on se dit que ces deux joueurs-là ont tellement de magie en eux que tout peut arriver. Et voilà, la relation Mbappé et Neymar, où ils se trouvent les yeux fermés, ils ont des capacités de vitesse, de dribble, l'intelligence de jeu, l'intelligence dans la passe, dans les appels. Voilà, c'est vraiment des personnes qui savent bien se placer entre les intervalles. Là où Eddy est justement, quand la balle passe par les deux et que ça arrive à Cavani, on sent une différence technique. Voilà, bon, comme tu disais Olivier, un serpent de mer. Et c'est souvent... Après, par contre, Cavani, beaucoup de défenseurs sont exténués à la fin du match. Il prend énormément d'énergie, il pompe énormément, il est tellement en activité qu'il justement, il permet aux deux autres d'être sans cesse beaucoup plus libérés. Et c'est là, voilà, tout à fait, il faudrait pas lui demander de venir chercher les ballons, de faire le hibrage au but, même si à l'Uruguay, j'ai l'impression qu'il sait faire ça quand même. Et ça pourrait vraiment nous aider dans les moments où justement Mbappé ou Neymar ont un marquage à la culotte. Cavani en décrochant pourrait nous apporter beaucoup. Après aussi, faut pas oublier qu'il a été blessé. C'est un joueur qui a besoin de continuité et de jouer les matchs et de jouer tous les matchs. Et là, le problème qui peut se poser, c'est en étant le premier à sortir ou en étant dans un turnover,
malheureusement, il aura souvent un temps d'adaptation pour revenir et ça peut lui porter préjudice, puisque s'il n'est pas efficace, bah, il pourrait malheureusement être mis sur le banc par les deux. Merci à toi, Dryas. Bah, je vais rebondir un truc que dit Thierry, juste pour peut-être préciser ce que j'ai cru comprendre de ce que tu voulais dire, c'est notamment les 3 passes dans l'axe, qui sont 3 passes plein axe que fait Neymar pour Mbappé, qui sont des passes, tu les fais à Cavani, il est parfaitement heureux de les avoir. Et il n'en a pas si souvent que ça, lui. Maintenant, moi j'aimerais rappeler, oui, comme le disait Olivier, et je vais le dire avec mes mots un peu plus naïfs, Cavani c'est un homme qui a su gagner le respect du parc, et il l'a pas su gagner parce qu'il est arrivé et qu'il était très cher, il a su le gagner parce il a mis le bleu de chauffe, et il a mis le bleu de chauffe pour le maillot, et c'est vraiment à prendre en compte, je pense, dans toutes nos analyses. Après, il y a quelque chose de nouveau, qui est que commence à poindre la question, est-ce que le vrai poste de Kylian, bah, finalement, c'est pas celui d'attaquant de pointe. Il y avait beaucoup de doutes, on le plaçait à droite, à gauche, et il apparaît de plus en plus performant à ce poste, même s'il a plein de ratés. Et c'est peut-être ça qui tout à coup amène la question qui avant n'était peut-être pas une question. Il y a le fait que ces joueurs se servent moins, et il y a le fait que Kylian, pour moi, est en train d'exploser dans un rôle de neuf. Après, moi j'ai envie de faire confiance à Thomas Tuchel. Il a montré qu'il était capable d'avoir une gestion humaine supérieure à la moyenne, même si sans doute, et c'est ce qui s'était passé à Dortmund avec certains joueurs, il est capable de se couper. Peut-être qu'en sous-main, il est en train de préparer une meilleure intégration de Cavani. Il y a aussi un autre élément psychologique, désolé, moi mon truc, ma cam, c'est la psychologie de groupe, mais on n'a peut-être pas mesuré ce fameux penalty gate, toutes les petites histoires qui sont arrivées, qui ont mis une distance, et cette distance, elle doit être brisée, notamment entre Neymar et Cavani. Et j'ai envie de faire confiance à Tourelle, j'espère une issue positive de cette problématique. Clairement, à l'heure actuelle, c'est une problématique. Peut-être que Tourelle est en train de travailler en sous-main pour que ça se résolve, et je compte là-dessus. Et voilà. Et après, il y a un autre élément important, c'est qu'à l'heure actuelle, on a besoin d'avoir minimum 4 offensifs sur le terrain. Après, avec 4 offensifs, tu peux jouer autrement. Par exemple, en 4-3-2 avec Di Maria, Neymar en soutien d'Mbappé et Draxler intégré au milieu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est vrai que Cavani, si tu veux, il a des qualités intrinsèques. Dire que Cavani est mauvais dans le jeu, c'est vrai et c'est pas vrai. Il nous a montré à certaines reprises que ça pouvait être faux, et ça reste un buteur extraordinaire. Enfin, regarde avec le temps de jeu et regarde à quel point il a été peu servi, et regarde le nombre de buts qu'il a déjà. C'est fabuleux. Oui, après, on sait que c'est compliqué de jouer avec 3 grands buteurs, et là c'est Neymar et Mbappé qui ont déjà plus d'un but par match. Ça va être une question qui se pose. Cavani est pas loin d'avoir un but par match, hein, si on s'amuse à ouais, mais il est moins efficace que les deux autres. Alors que c'était lui le grand buteur, il est moins efficace que les deux autres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, le vrai souci, et ce qui amène en fait la question de Cavani, c'est que Kylian est en train d'exploser en tant que numéro 9. À moyen terme, et Kylian de toute façon est un joueur d'axe, que ce soit un 9,5 ou un 9, c'est sûr que... Pour moi, comme je vous disais la dernière fois, je pense que c'est le 4-4-2 avec Neymar derrière les deux. Puis il y a un autre, ça peut être sympa. Il y a une autre chose. Est-ce que c'est pas, pas trop un système de compte pour la manière avec laquelle on veut jouer ce 4-4-2? Bon, après, mais quand on subit, ça peut être une alternative. Oui, quand on subit, oui. Voilà, justement, mais on a toujours dit qu'on voulait jouer la possession, qu'on voulait former les équipes de jeunes pour jouer la possession. Si on voit que ça n'arrive pas avec ces milieux-là, c'est là d'avoir plusieurs systèmes. Gaza, et lui, il est parti. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression, je vous dis ça, j'ai l'impression que le PSG a beaucoup cherché, a voulu être un Barça bis, mais je pense par rapport à... Quand tu dis ça, ça me fait mal. Ce qu'on a par rapport à nos joueurs, c'est un jeu fait de possession et de verticalité. Pas voilà, parce que être à outrance. Après, la difficulté, c'est que forcément, comme on est favori, et de nos jours, être favori, c'est avoir la possession. Donc, c'est vrai que c'est compliqué que le PSG n'ait pas la possession, tout simplement. Ouais. Et il y a un autre élément qui ne joue pas en faveur de Cavani, c'est Di Maria qui montre que dans l'axe, il peut peut-être être plus utile que sur l'aile. Cavani, c'est un peu le vilain petit canard, c'est-à-dire c'est un joueur, comment, je dirais pas fruste, mais c'est un joueur qui est tout de don de soi, d'efficacité. Il tranche un peu par rapport aux joueurs faciles
que l'on a. Il faut aussi accepter ce type d'avant-centre. On en a connu par le passé des joueurs qu'on ne voyait pas du match mais qui étaient là pour surgir, pour pouvoir marquer un but. Le but qui marque contre l'Étoile Rouge, il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un but qui se crée lui-même sur un ballon de Racron. Il fait un enchaînement absolument fabuleux. Il apporte quand même quelque chose de différent par rapport aux deux autres. Et ça serait très dommage de caler, voilà, de dire c'est pas possible. Moi j'attends de Tourelle qu'il nous montre que c'est possible de faire jouer ces trois joueurs ensemble. Ils ont des qualités quand même complémentaires. Il ne faut pas que les deux autres se réfugient dans le duo des Golden Boys. Il faut aussi qu'ils jouent avec le buteur essentiel qui est Cavani. Ça c'est un challenge qui m'intéresse. Mais comme je disais, il y a la dimension psychologique, et il y a clairement la relation Neymar-Cavani. Enfin, au début, il y a le penalty gate, machin, on a tous eu nos avis, mais on n'a pas vu comment ça s'est passé de l'intérieur, et qu'est-ce qu'il en a suivi, et qu'est-ce qui s'est vraiment dit entre les joueurs, et blablabla. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et clairement, il y a cette dimension psychologique, cette relation Cavani-Neymar, qui est à résoudre. Parce que quand Neymar est sur un terrain, Cavani... il le sert peu. Quand on voit hier que Cavani ne va pas fêter la victoire avec les supporters, que Neymar et Mbappé sont dans leurs bras. Il y a ça, et en parallèle de ce que je disais... Il est venu finalement. Il est venu en retard. Et en parallèle de ce que je disais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a Neymar qui met un but, et ben Cavani est là pour le féliciter, et à chaque fois que Cavani met un but, Neymar est aussi là pour le féliciter. Donc pour l'instant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et comme disait très bien Olivier, moi j'ai envie de faire confiance à Tourelle. Il a montré qu'il était vraiment capable de gérer les égos, vraiment capable de gérer les hommes. C'est juste peut-être qu'il est capable aussi de renoncer à certains joueurs. J'espère qu'il ne va pas le faire avec Cavani. On aura besoin de Cavani quoi qu'il arrive, mais cœur en or. Mais voilà. Et le repositionnement de Neymar en 10 peut aussi faciliter cette relation avec Cavani. Je pense qu'il sera beaucoup qu'il le serve, Olivier. Voilà, mais on sent que ça se met en place, ça. Après... pourtant, il s'échange toujours aussi peu de ballons depuis que Neymar est 10. Moi, comme je vous dis, il y en a eu quand même. Il y en a eu 2 par match en moyenne, Olivier. C'est ça. Je peux vous assurer, j'ai l'impression que Neymar va servir Cavani quand il aura mis son but. Moi, je peux vous assurer, j'ai cette impression-là. À Rennes, après avoir mis son but... regarde, contre Belgrade, Neymar marque le premier but et dans tout le match, il n'offre que 2 ballons à Cavani. Et Neymar est dans une métamorphose. N'oubliez pas les paroles de Dani Alves à propos de Neymar, où il a dit que Neymar devait se réinventer. Neymar est en train de découvrir le rôle de numéro 10. On le voit de plus en plus. Et d'ailleurs, le match contre Lyon, on sentait une frustration en fin de match, parce qu'il voulait quand même mettre un but autre que le penalty. Mais mine de rien, il commence à s'épanouir dans ce rôle de 10, il est en train de découvrir ça. Il est dans cette maturation, lui aussi c'est un joueur qui est en changement, qui est en évolution. Il y a eu cette Coupe du Monde à digérer, il y a Dani Alves qui est là en papa poule, en train de le coacher pour qu'il aille vers... Il est en évolution, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, qui vont évoluer dans les mois à venir. Je suis optimiste et j'ai envie de faire jouer les 3 dans la 4-2-3-1 par exemple, c'est peut-être compliqué parce qu'on voit que Neymar et Mbappé ont vraiment besoin de jouer très proches maintenant. Un 4-4 de losange, pourquoi pas avec Mbappé. Et ils n'étaient pas si proches en fin de mi-temps. C'était vraiment Neymar qui envoyait Mbappé, et Mbappé était vraiment devant. Notamment sur le 4e mètre où ils sont double échange dans la surface. Il y a celui-là, oui. Mais sinon, tous les autres, c'est vraiment c'est Neymar qui fait un appel. Dans la ligne axiale, il n'y avait pas une recherche latérale quand Mbappé était lié. Ça, non. Mais par contre, tu avais des passes de 15 mètres vers l'avant de Neymar. Parce qu'ils étaient tous les deux en pointe, en fait. C'était un 4-3-2. Pas vraiment, Neymar était 4-3-1. Neymar était plus en retrait quand même. Bref, ce fut un long podcast et un bon podcast. Nous voici arrivés au terme. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Quant à nous, trêve internationale oblige, nous voilà en vacances forcées. Thierry, merci à toi, à bientôt. Merci les gars, encore merci pour l'invitation. Ouais, triste que là la trêve internationale, pardon. On se retrouvera vite. Olivier, il est temps pour toi d'aller dormir si tu veux être en forme pour ta partie de golf matinale demain. Moi je suis pas triste de la trêve hivernale parce qu'on va pouvoir revoir notre chère équipe de France et son entraîneur. Ah oui, je vois. Moi, je vais pouvoir couper du foot pendant un temps. Draias, bonsoir. Et je suis certain que tu profiteras de cette trêve pour nous écrire un petit article pour notre site. Ça je sais pas. Mais non, quand le PSG joue tous les 3 jours, j'ai toujours un 5 premiers jours de enfin, je vais pas être obligé d'aller voir un match. Après 5 jours, ça commence à me travailler et un petit peu. Mais par contre, il va y avoir 2 semaines sans podcast. Ça va faire du bien. Et je vous retrouverai avec d'autant plus de plaisir au retour.
Eh bien, bonsoir à tous. Et Bonne soirée à tous. à la Bonsoir, prochaine. À bientôt. Ciao À tout le bientôt. monde. Ciao, ciao. Salut.